L'anime commence avec notre protagoniste, Takuto, qui s'amuse avec un jeu en ligne depuis son lit, dans sa chambre. Mais après quelques secondes, il perd connaissance. Peu à peu, il sent son esprit s'envoler vers un autre lieu, et lorsqu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, c'est qu'il se trouve dans un endroit qu'il n'a jamais vu auparavant. Mais au lieu de paniquer comme la plupart d'entre nous le feraient, il est incroyablement excité de pouvoir respirer l'air frais. Eh bien, quand on a des attentes basses, rien ne peut jamais vous décevoir. C'est alors qu'une femme s'approche pour le saluer. Takuto est stupéfait de la reconnaître, c'est Tatu. Elle confirme qu'il a raison et l'appelle roi. On nous explique alors que, pendant que Takuto était malade, il jouait à un jeu de stratégie 4X dans un univers de fantasy sombre, Eternal Nation. Le personnage qu'il adorait le plus dans ce jeu était cette femme, Atu. Réalisant qu'il s'agit vraiment d'elle, la première chose que fait Takuto est de se demander intérieurement ce qu'il doit faire, se questionnant sur le fait de savoir s'il s'agit d'un jeu de rôle. De plus, il suppose que si elle l'a appelé roi, c'est peut-être parce qu'elle pense qu'il est le leader des Minogras. À ce moment-là, Atu laisse échapper un petit rire et lui demande de se calmer. Ensuite, elle lui annonce qu'il a réussi à surmonter le mode cauchemar avec la civilisation la plus difficile à jouer, les Minogras, celle de la ruine, et qu'il est le joueur légendaire qui brille à la première place du classement. Cela laisse Takuto sous le choc. Atu lui fait savoir qu'elle se souvient de tout, faisant référence à tout ce qu'il lui a dit pendant qu'ils jouaient, comment ils ont dominé le monde ensemble à plusieurs reprises et toutes les fois où ils sont morts. Elle lui demande alors de ne pas s'inquiéter, car elle se souvient de tout parfaitement. Après avoir assimilé tout cela, Takuto mentionne que son style de jeu consistait à l'utiliser, elle, et qu'il espérait peut-être atteindre la puissance qu'elle possède. C'est pourquoi il est très heureux de pouvoir lui parler en personne. Atu lui répond qu'elle pense la même chose, que pouvoir lui parler est une joie immense. Quelques secondes plus tard, Takuto se demande s'il est au paradis et veut savoir si c'est elle qui l'a amené ici. Atu lui répond que non, et que lorsqu'elle s'est réveillée, elle était déjà là, donc elle ne pense pas qu'il soit au paradis. Si elle devait donner une hypothèse, elle dirait qu'ils sont dans un monde similaire à celui d'Eternal Nation. En lui prenant la main, elle lui dit qu'elle est heureuse de le rencontrer en personne et lui demande s'il veut recommencer ensemble. Elle évoque la possibilité qu'il soit dans un monde comme Eternal Nation, ou peut-être dans le monde d'où il vient, et bien que ce soit inconnu, elle souhaite construire un royaume ensemble, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Takuto réfléchit à cela, car il ne sait pas ce qui se passe ni où il se trouve, mais comme ils sont déjà ensemble, il accepte l'idée de le faire à nouveau, de revivre ses jours heureux dans ce monde. Décidé, il lui dit qu'ils vont construire un royaume ensemble, un royaume rien que pour eux deux. Cela fait sourire Atu de bonheur, mais juste après, elle lâche un dialogue maléfique, se présentant comme Atu du Bourbier, fille du Limon, qui détruira le monde et dont le corps et l'esprit lui appartiennent désormais. En terminant, Takuto avoue que cela lui fait un peu honte, ce qu'elle reconnaît aussi, mais en mettant cela de côté, il lui indique qu'elle est sa seule subordonnée pour l'instant et qu'elle sera sa conseillère et sa main droite. De plus, leur civilisation est la plus maléfique. Mais comme il est spécialiste des affaires nationales, il veut lui rappeler que la première chose que font les Minogras, c'est de s'isoler. Un peu plus tard, Takuto utilise la création d'urgence pour invoquer une unité d'exploration de type insecte. Tous deux conviennent que cet insecte est assez répugnant, mais en ignorant cela, car il ne juge pas, Takuto rappelle à Atu que les Minogras sont une civilisation pacifique qui gouverne le mal et la ruine, ce qu'ils doivent garder à l'esprit dans leurs actions. En résumé, ils doivent éviter que les autres ne les découvrent. Pour cela, ils doivent collecter des informations sans être vus. Il ordonne alors à l'insecte d'explorer les environs. Pour l'encourager, Atu avertit l'insecte qu'il ne doit pas décevoir le grand Takuto, ce qui le fait partir à toute vitesse, effrayé. En voyant cela, Atu confirme que cette unité fonctionne comme si elle était sous son commandement, tandis que Takuto remarque qu'il peut partager sa vision, comme dans le jeu. Après avoir invoqué l'insecte d'exploration, Atu déclare qu'elle travaillera dur pour créer leur force militaire. Ou du moins, c'est ce qu'elle aimerait dire. Takuto mentionne que l'unité héros comme Atu se développe avec le temps, mais pour l'instant, sa force est de 3. Cela signifie qu'il court un risque très élevé, car tout affrontement avec un ennemi pourrait les anéantir complètement, ce qui le conduit à reconnaître que la difficulté est vraiment élevée. Plus tard, Takuto reste concentré sur l'exploration des environs à travers la vision de l'insecte, obtenant une meilleure idée de l'endroit où il se trouve. Il confirme que pour l'instant, tout n'est que forêt, et qu'il n'a trouvé ni animaux ni monstres. Atu lui fait remarquer que les forêts sont parfaites pour se cacher, mais qu'il est étrange qu'il n'y ait pas d'animaux. Elle s'excuse de ne pas lui être d'une grande aide pour le moment. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, car sa seule présence à ses côtés lui suffit. Ces mots la rendent très heureuse, et face à sa réaction, Takuto découvre qu'il peut maintenant mieux percevoir sa personnalité, ce qu'il ne pouvait pas apprécier pleinement auparavant. Soudain, il découvre quelque chose d'important, non loin de là, il y a une communauté d'elfes noirs. Atu suppose que c'est normal dans un monde de fantasy et que les elfes noirs, malgré leur nom, sont neutres, mais penchent vers un mal neutre, ce qui est un soulagement.
Takuto se demande si cela signifie qu'ils sont bien dans Eternal Nation et souligne qu'il est problématique d'avoir un autre campement à proximité, car il vaut mieux éviter la guerre. Face à ce problème, Atu propose de fuir ensemble, ce qu'il accepte sans objection, car les Minogra aiment la paix et l'harmonie, et elle soutient cela. Elle considère même que la guerre est barbare. Une fois cette décision prise, Takuto lui dit qu'ils vont d'abord surveiller ces elfes tout en explorant les environs, et si cela tourne mal, ils n'auront qu'à s'enfuir. Atu accepte ses ordres avec beaucoup de joie, mais alors qu'il célèbre ce changement de plan de manière positive, des elfes noirs s'approchent et les regardent avec surprise. On nous montre alors ce qui se passait avec ce groupe d'elfes noirs quelques instants plus tôt. L'un d'eux dit à leur chef, le guerrier Jia, qu'il devrait abandonner ces terres maudites. Il veut aussi savoir pourquoi ils quittent la forêt. Jia explique qu'ils ont été expulsés de leur terre et n'ont nulle part où aller, et que les enfants ne tiendront plus longtemps. Comme il y a de la végétation dans ces zones, il pense qu'il pourrait y avoir de la nourriture. Un autre, nommé Emle, mentionne qu'aux confins du territoire inexploré d'Hidoragia se dresse une vaste forêt maudite, les terres maudites, et que selon les livres, quelque chose de très maléfique y a été scellé, ce qui empêche la vie de prospérer. Jia se contente de rire en entendant cela, pensant que ce ne sont que des superstitions, et souligne à quel point les arbres poussent bien ici. Il leur demande de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir, et que leur fierté et les esprits de leurs ancêtres leur montreront comment surmonter ces difficultés, bien qu'il admette intérieurement que cette forêt lui donne des frissons. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur Takuto et Atu. Leur première réaction est de se figer, ressentant une mauvaise impression face à cet être étrange. Jia pense même que Takuto est l'incarnation du mal et que ce qu'il fera désormais pourrait affecter l'avenir de toute sa tribu, il doit donc être prudent. En leur présence, il s'agenouille et se présente comme un elfe noir du clan Mazaram, nommé Jia Najev, le guerrier chef. Il reconnaît que la personne devant lui est très importante et s'excuse d'être entré dans sa forêt sans permission. Atu maintient son rôle et le félicite subtilement d'avoir reconnu leur position, puis leur demande la raison de leur présence ici. Jia répond que le clan Mazaram, des elfes noirs, vivait autrefois dans les terres centrales d'Hidoragia. Comme il commence à donner trop de détails, Atu lui ordonne de manière intimidante d'aller droit au but. Sous cette pression, Jia explique rapidement qu'ils ont été persécutés et chassés de leur foyer, ce qui les a conduits à cette forêt. Dans son esprit, il se reproche d'embellir leur situation, ressentant la peur que Takuto et Atu inspirent. Soudain, Takuto remarque qu'ils sont très maigres, et Atu commence à expliquer pourquoi. Sans perdre de temps, Jia indique qu'ils n'ont plus de nourriture et que, pour semer leurs poursuivants, ils n'ont pas pu se procurer de quoi manger, et cela depuis plusieurs jours. Pendant que Takuto réfléchit à ce qu'il doit faire, Jia se demande intérieurement pourquoi ils doivent en souffrir et ce qu'ils ont fait pour mériter cela, alors qu'ils veulent seulement un endroit où vivre en paix. Soudain, quelque chose roule vers lui, suivi de plusieurs autres objets, et il identifie une odeur sucrée. Takuto leur dit de prendre cela et leur demande s'ils connaissent les pommes, qui sont délicieuses et coupées en forme de lapin. En prenant une pomme, Jia répond que non, car ces fruits sont très différents de ceux qu'ils connaissent. Il hésite sur la conduite à tenir, conscient qu'il serait impoli de refuser cette offrande. Soudain, un elfe noir s'exclame que c'est délicieux après avoir mordu dedans, et les autres font de même, partageant le même avis. Comme si cela ne suffisait pas, Takuto leur annonce qu'il a aussi des poires et utilise un portail pour en faire apparaître plusieurs. Atu demande à Jia ce qui se passe, car le roi leur offre de l'aide et il ne fait rien. Jia heurte son front contre le sol en signe de supplication et explique qu'il y a d'autres comme eux qui ont fui jusqu'ici, y compris des enfants qui meurent de faim. C'est pourquoi il préfère donner ses fruits, offerts avec tant de bonté, aux autres plutôt que de les manger lui-même. Takuto, pris de compassion, commence à accumuler une montagne de fruits devant les elfes noirs. Pendant que la nourriture s'entasse, Atu s'agite légèrement. Elle pense au fait que les elfes noirs sont méprisés pour avoir renié la lumière. On dit que ceux du clan de la lumière leur ont permis de vivre, mais ils ont été forcés de vivre dans l'ombre, loin de la lumière. Personne ne leur offre jamais d'aide, alors en voyant une telle quantité de nourriture, Atu ne peut s'empêcher de demander à Takuto qui il est. Il ignore sa question et insiste pour qu'il prenne la nourriture. Nous voyons ensuite que les elfes noirs qui attendaient encore essaient de tenir bon, et comme par miracle, Jia arrive pour leur annoncer qu'il a trouvé de la nourriture. À partir de là, il la prépare pour nourrir les enfants, et tous sont soulagés d'avoir pu tenir jusque-là. Une des filles demande à Jia d'où vient toute cette nourriture, et il répond qu'elle a été obtenue par hasard, tout en gardant en tête l'image de cet être mystérieux. Le soir, l'ancien Moltar s'approche pour le féliciter de son bon travail, car les fruits qu'il a rapportés sont exquis. Mais il veut savoir ce qui s'est réellement passé. Après une courte pause, Jia lui raconte qu'il a rencontré une créature légendaire au cœur de la forêt, et que Emle avait mentionné qu'un tel être était scellé dans les terres maudites. Moltar suppose qu'il s'agit du roi de la ruine et explique que certaines légendes et livres anciens parlent de cela, disant que lorsque le monde atteindra sa limite, le roi de la ruine apparaîtra, apportant la perdition à tout et forçant le monde à repartir de zéro. Il précise qu'il ne sait pas si cette information est vraie, mais qu'il ne peut pas affirmer qu'elle est fausse non plus.
Il ajoute que cet être ne leur a pas donné son nom, mais qu'il l'a trouvé si terrifiant qu'il pourrait bien être le roi de la ruine, un être qui semble échapper à leur compréhension. Cependant, une jeune femme le servait et traduisait ses paroles. Moltar remarque que, même s'ils ignorent s'il s'agit ou non du roi de la ruine, il est certain que ce n'est pas quelqu'un de bien. Maintenant qu'il a le ventre plein et a récupéré un peu de magie, il voit les choses plus clairement et affirme que cette forêt n'est pas normale, et qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Il demande ensuite ce que Jia a donné en échange de cette nourriture, mais en apprenant qu'ils n'ont rien donné, il se moque, car aucun être maléfique ne donnerait quelque chose gratuitement. Jia explique qu'ils ont simplement partagé des détails sur leur situation lorsqu'on leur a posé la question, et qu'ils pensent que leur excellence les a aidés par pure compassion. À ces mots, Moltar insinue que Jia a été ensorcelé par cet être maléfique, ne comprenant pas pourquoi il l'appellerait avec tant de respect. Jia lui rappelle qu'il mourrait de faim, et qu'un tel miracle justifie son respect, même s'il s'agit d'un être maléfique, car sans lui, ils seraient probablement tous morts. Comprenant mieux l'ampleur de la situation, Moltar s'excuse pour ce malentendu et annonce qu'il ira négocier avec ce roi, car il doit assumer son rôle de leader. Revenant à Takuto et Atu, cette dernière reproche à Takuto d'avoir gaspillé de la magie pour invoquer toute cette nourriture. Il répond qu'il a eu pitié d'eux. Elle le gronde pour ses excuses simplistes et lui rappelle que leur civilisation vient de naître et qu'ils ne savent même pas ce qui les entoure. Comme elle fait la moue de colère, Takuto lui dit qu'il accepte de faire tout ce qu'elle lui demandera en compensation. Elle trouve cela excessif, se calme et essaie de mieux formuler ses mots. À peine Takuto lui dit qu'il a besoin d'elle, elle change complètement d'attitude pour lui montrer sa loyauté absolue. Laissant ce sujet de côté, il lui parle d'un problème, il n'a pas réussi à bien communiquer avec les elfes noirs. Bien qu'il puisse parler normalement avec elle, face aux autres, les mots ne lui viennent pas correctement, car il n'est pas doué pour communiquer. Alors qu'ils se morfondent à ce sujet, Atu essaie de le réconforter comme elle peut, pendant que l'insecte les observe. En ce moment, le vieil homme demande à Jia s'il est prêt à revoir le roi, car il leur a déjà donné un peu d'aumône, pour ainsi dire, et on ne sait pas ce qu'il demandera en retour plus tard. Jia en doute fortement, car le roi n'a rien mentionné à ce sujet. Le vieil homme insiste sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, le roi finira par demander quelque chose, car c'est ainsi que fonctionne ce monde. Cependant, Moltar est conscient qu'il faut continuer à profiter de la bonté du roi tant que possible, car s'ils quittent la forêt, ils erreraient à nouveau dans le monde et il leur serait très difficile de trouver de la nourriture. Le vieil homme lui rappelle qu'ils sont venus sur le continent obscur pour établir un royaume où ils ne seraient plus persécutés. Et il se pourrait que ce soit leur dernière chance. Il espère que Jia réussira, car l'avenir de tous en dépend. Mais bien sûr, le protagoniste a entendu la conversation. Peu après, l'insecte va tout raconter au protagoniste. Ainsi, maintenant, le protagoniste sait que les elfes noirs se dirigent vers lui. Atu pense qu'ils viennent peut-être chercher la nourriture qu'ils n'ont pas pu transporter la dernière fois, car il y en avait trop. Takuto pense que la présence d'êtres d'une autre culture et idéologie pourrait causer des conflits à l'avenir. Il préférerait qu'ils prennent la nourriture et partent au plus vite, mais il s'inquiète de ne pas pouvoir communiquer correctement et donc de négocier avec eux. Atu lui dit que ce n'est pas un problème, qu'elle peut s'occuper des négociations à sa place. Le protagoniste lui demande si elle est sérieuse, et elle lui confirme que oui, qu'en tant que roi, il doit simplement lui donner des ordres et qu'elle obéira. Plus tard, les elfes arrivent, et je trouve curieux que, de leur perspective, tout semble sombre et inquiétant. Moltar se présente comme l'ancien des elfes noirs, et Atu les remercie de montrer le respect approprié, mais elle veut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire rapidement. Le vieil homme remercie pour la nourriture donnée à son peuple, mais veut savoir comment s'appelle le roi. Atu s'énerve, mais le protagoniste lui donne le feu vert pour révéler son nom. Elle précise qu'il s'appelle Takuto, seigneur de l'Apocalypse et roi de la ruine, et qu'à partir de maintenant, ils devront s'adresser à lui comme le roi Takuto. De plus, elle donne son propre nom et indique qu'elle est inférieure au roi pour qu'il ne la traite pas de la même manière. Le vieil homme remercie pour ces informations et promet que tout son peuple se souviendra de leur nom. Le protagoniste est très heureux de cela, et Atu leur demande de prendre la nourriture avant qu'elle ne se gâte. Cependant, l'ancien elfe veut savoir comment ils peuvent rendre l'appareil. Atu précise qu'ils n'ont rien à offrir, doutant qu'ils aient quelque chose qui puisse satisfaire le roi. Le vieil homme semble indécis, un peu nerveux, alors Atu lui demande s'il mijote quelque chose. Il assure que non, que ce n'est rien. Le protagoniste en profite pour dire à Atu qu'en matière de négociation, il devrait faire certaines choses, mais elle n'aime pas cela, car elle pense que ces elfes ne savent pas négocier. Le protagoniste insiste, mais Atu pense qu'il serait préférable de les éliminer au plus vite pour qu'ils ne deviennent pas un problème à l'avenir. Takuto lui demande de se calmer, car peut-être que les elfes souhaitent également une amitié mutuelle au bénéfice des deux parties. Peut-être que s'ils acceptaient quelque chose que les elfes sont prêts à payer au lieu de leur donner de la nourriture, cela pourrait apaiser tout le monde. Le vieil homme accepte, et le protagoniste confirme que c'est la meilleure solution, car cela apportera plus de calme à tous dans cet endroit. Atu dit aux elfes qu'ils sont idiots de croire que leur roi est un spectre maléfique,
mais Moltar précise qu'il n'a jamais pensé une chose pareille. Atou lui ordonne de se taire, car elle veut réfléchir au prix que les elfes devront payer, mais rien ne lui vient à l'esprit. Le protagoniste pense qu'il serait excellent qu'il raconte ce qu'il y a dans le monde extérieur. Le vieil homme dit alors qu'il leur racontera tout ce qu'il a vu, entendu et vécu. Atou trouve cela parfait et précise qu'une fois l'accord conclu, ils devront quitter la forêt, ce qui fait trembler Jia. Le protagoniste sent qu'il comprend mieux ce type que le vieil homme, mais Moltar demande plutôt qu'on leur accorde la permission de rester dans la forêt. Atou refuse et leur interdit de raconter ce qu'ils ont vécu ici. Jia s'oppose, mais le vieil homme lui explique que si c'est la volonté du roi, ils doivent obéir. Moltar remercie et se retire, mais le protagoniste se demande s'ils font le bon choix, car s'ils quittent la forêt, ils risquent fort de mourir. Mais à la dernière seconde, il leur dit d'attendre et leur propose de devenir ses citoyens, ce qui surprend même Atou. Elle lui demande ce qu'il fait, et Takuto pense que le système des réfugiés serait une bonne option. Le protagoniste sait que les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais, mais s'ils les acceptent comme réfugiés dans leur civilisation, si cela fonctionne comme dans le jeu, ils finiront par devenir aussi maléfiques que lui et Atou. Elle en doute, car ils sont très différents des homoncules, les citoyens principaux de Minogra. Il est probable qu'il y ait des conflits entre eux à l'avenir, mais malgré cela, le protagoniste lui demande de se souvenir de l'apparence des homoncules et si elle pourrait vivre uniquement avec ce type de citoyen. Atou admet que le protagoniste a raison, que l'apparence des homoncules est même nuisible à l'esprit et qu'ils ne peuvent même pas discuter. Avec cela décidé, Atou annonce aux elfes que le roi a décidé de fonder une civilisation ici. Par conséquent, s'ils souhaitent devenir ses citoyens, le roi promet de les protéger. Le vieil homme veut savoir ce qu'il adviendra de lui et de sa tribu s'ils deviennent citoyens. Atou précise que le roi leur promet le bonheur éternel. Enfin, du moins, ce serait la norme. En réalité, ils deviendront des êtres maléfiques. Cela dit, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, mais selon l'opinion personnelle d'Atou, ils s'en sortiront mieux qu'ils ne le pensent. Plus tard, elle mentionne que les elfes ont mis longtemps à décider, et Takuto pense que c'est normal si on leur dit soudainement qu'ils deviendront des êtres maléfiques. Peu après, ils arrivent au campement des elfes noirs, et tous s'inclinent devant leur présence. L'un d'eux s'évanouit même. Jia leur ordonne de ne pas regarder le roi dans les yeux, car ce serait un manque de respect. Une fois le roi assis sur son trône, Atou les déclare tous citoyens de Minogra, la nation du roi Takuto. Une option du jeu apparaît pour le protagoniste, lui demandant s'il accepte de les prendre comme citoyens, et bien sûr, il accepte. Eh bien, maintenant, officiellement, Minogra a été fondée. Jia se demande si c'est tout, car elle ne ressent aucun changement en elle, mais soudain, elle commence à ressentir quelque chose de très étrange. Oui, elle commence à ressentir de la haine envers ceux qui les ont persécutés et méprisés pendant si longtemps. Tout le monde ressent la même chose, mais peu après, ils comprennent que c'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on est pris en charge. Tous les elfes, désormais satisfaits du roi, commencent à scander son nom. Quelques jours plus tard, le protagoniste est sous le choc, car en regardant la carte, ils ont découvert qu'ils ont commencé dans une position désastreuse, car sur le continent où ils se trouvent, il existe déjà 2 grandes nations. Le royaume sacré de Qualia, appartenant à des humains qui vénèrent Arlo, leur dieu sacré. Il y a aussi l'Alliance élémentaire, qui est la nation des elfes qui vénèrent la nature. Les 2 royaumes sont bons, et s'ils découvrent la nation du protagoniste, eh bien, on sait ce qui arrivera. C'est terrible, car la nation du protagoniste n'a pas de force militaire, et pour couronner le tout, ces terres maudites n'ont aucune ressource naturelle. Takuto pense que tout n'est pas si mal, car en conditions normales, Minogra a du mal à faire des recherches, car ses citoyens homoncules manquent d'intelligence. Cependant, avec les elfes, les choses changent énormément. Peu après, le vieil homme et Jia arrivent, mais aussi Emle. Jia explique qu'elle est très intelligente et connaît beaucoup d'histoires, ainsi que des choses sur d'autres nations. Emle sera d'une grande aide pour le roi et pour ses recherches. Atou remercie pour leur coopération et leur demande de ne pas être si formels, car le roi n'aime pas ces choses-là. Elle précise également qu'ils travailleront à des postes clés pour l'administration de la nation. Moltar s'occupera des affaires publiques, et comme il utilise la magie, le roi attend beaucoup de lui. Jia restera chef guerrier et dirigera les forces de Minogra. Jia accepte avec plaisir et dit qu'elle fera toutes sortes d'atrocités au nom du roi, ce qui déstabilise beaucoup le protagoniste, car en réalité, il est très opposé au conflit. Pauvre elfe, je ne comprends pas pourquoi le roi de la ruine et de la malveillance est si pacifiste. Atou leur demande de bien se reposer, car ils devront d'abord récupérer leurs forces. Ensuite, ils devront construire beaucoup de maisons. Moltar promet d'être utile, contrairement à Jia et sa force brute. Cela crée un conflit entre les deux, car ils commencent à dire que l'un est meilleur que l'autre. Atou informe le protagoniste qu'ils sont peut-être trop passionnés par le travail. Takuto pense qu'il serait alors préférable d'aménager le terrain en profitant de leur énergie. Atou demande au vieil homme de trouver du bois, mais sans trop affecter la forêt. Il lui assure de ne pas s'inquiéter, qu'il est habitué à tout type de tâches dans les forêts. Une fois de plus,
Jia ne comprend pas pourquoi le roi de la ruine ne cherche pas à détruire la forêt, mais bon, pour couronner le tout, le protagoniste leur demande de ne pas oublier de reboiser. Les elfes ne comprennent pas, alors Jia demande ce que c'est. Takuto trouve cela curieux. Selon lui, le niveau technologique des gens de ce monde se concentre plus ou moins sur la construction de forteresses. Peu après, Atu demande aux elfes s'ils connaissent la magie militaire et les 6 éléments principaux. Moltar dit connaître les 4 éléments, car c'est la base de la magie. Le dit n'avoir jamais entendu parler de l'utilisation de la magie militaire par les autres nations. Avec cela, le protagoniste comprend que ce monde n'a pas encore atteint le niveau des 6 éléments principaux, c'est-à-dire qu'ils sont en retard par rapport à d'autres technologies, ce qui est étrange d'une certaine manière. Le vieil homme demande s'ils ont un niveau de technologie magique inférieur à ce que le roi attendait, et Atu répond que oui. Cependant, ce n'est pas grave, car ils pourront surpasser les autres nations lorsqu'ils parviendront à s'améliorer. Mais revenons au sujet principal, elle explique que reboiser, c'est planter des arbres dans les terres exploitées. C'est important pour préserver les ressources, et oui, cela fonctionne même dans la vie réelle. Le mentionne que le niveau de technologie magique n'a rien à voir avec planter des arbres, ce à quoi le vieil homme répond que c'est vrai, car les arbres mettent des siècles à mûrir. C'est là qu'Atu précise que reboiser utilise les éléments principaux pour accélérer leur croissance. Et oui, c'est une connaissance et une sagesse apportée par le grand roi Takuto. Le protagoniste sait que ce n'est pas vrai, mais elle continue à vendre du vent en disant que le grand roi connaît beaucoup de sujets, qu'il possède une grande sagesse, et elle leur dit qu'ils devraient se sentir chanceux d'être ses citoyens. Le demande si les fruits qu'ils leur ont donnés précédemment ont également été créés par le roi, et Atu répond que oui, qu'en fait, elle adore les raisins. Elle demande si les raisins sont le fruit violet et mentionne qu'elle a planté leurs graines, qui commencent déjà à germer. Cela choque le protagoniste et Atu, car Takuto avait oublié que les fruits qu'il leur avait donnés venaient du monde moderne, ce qui signifie qu'il peut créer en urgence des choses qui n'existaient pas dans le jeu. Il essaie, et effectivement, il parvient à faire apparaître une pièce de monnaie. Avec ce pouvoir, le protagoniste sait que tout sera plus simple, car il pourra fabriquer de la poudre à canon, des métaux et même de l'essence. Le problème est qu'il faudra beaucoup de magie pour cela, mais le sourire de Takuto en dit long. Elle me demande si elle n'aurait pas dû planter les graines, mais Atu lui dit que non. En fait, elle la félicite pour l'excellent travail qu'elle a fait. D'un autre côté, cette blonde, qui semble être une sainte, dit qu'il y a des présages d'apocalypse venant des terres maudites du continent obscur. Cela est évidemment mauvais pour les deux nations, mais un cardinal vient d'arriver pour lui signaler que des barbares sont apparus dans le nord. Elle sait qu'elle doit se mettre en route, car quelque chose commence à se produire dans ce monde. Nous retrouvons ici la sainte, accompagnée du cardinal et d'un groupe de soldats, alors qu'elle se dirige vers un champ enneigé. En avançant, l'un des hommes mentionne qu'on dit qu'elle possède un pouvoir spécial, mais à première vue, il ne le pense pas. En entendant cela, celui qui semble être le chef leur répond qu'ils comprendront bientôt ce qu'elle est réellement. Peu après, un groupe de monstres fonce sur eux à toute vitesse. Le cardinal demande à la sainte de se dépêcher, et elle commence à réciter une longue incantation. De son bâton, elle lance une puissante magie qui enveloppe tous les monstres dans une explosion de flammes. Tandis que les soldats restent bouche bée devant cette démonstration de pouvoir, le cardinal réagit de la même manière et affirme que, plus qu'une sainte, elle est une arme trop puissante. Les flammes s'élèvent jusqu'au ciel, disparaissent dans les nuages, et une lumière en sort. Le chef des gardes explique que c'est grâce à ce pouvoir que la nation peut repousser le mal et entretenir de bonnes relations avec le peuple des elfes. Elle enveloppe ses ennemis de flammes et les renvoie sous forme de fleurs. Il s'agit de l'une des 7 sauveuses du continent d'Hydragia, la sainte Soalina de la majestueuse sépulture. Le cardinal informe Soalina qu'il a envoyé les paladins dans les villages les plus proches. Elle lui parle alors de ce qu'ils évoquaient en chemin, le présage de l'apocalypse dans les terres maudites. Selon elle, il faudrait au moins envoyer des paladins pour enquêter. Le cardinal refuse, trouvant absurde de s'intéresser à ces terres du continent obscur, et affirme que la province centrale ne cédera pas ses paladins pour cela. Il prétend qu'ils ne sont pas si précieux que ça. Mais après ces paroles, Soalina lui annonce qu'elle ira elle-même. Le cardinal, agacé, lui rappelle qu'elle ne semble pas consciente de sa situation, elle n'est plus la simple villageoise qu'elle était. Elle le regarde simplement du coin de l'œil, ce qui l'irrite, mais il finit par accepter d'envoyer des hommes sous ses ordres. Lorsqu'il se retire, il l'insulte à voix basse, la traitant de gamine paysanne. Dans la nation de Minogra, Atu encourage les elfes noirs à s'amuser en construisant. Elle retrouve Takuto, qui se montre joyeux de voir les efforts des elfes pour ériger un trône et une salle du conseil. Atu lui dit que ce n'est que le début, il faut maintenant fortifier la civilisation, dominer les terres et traverser les cieux. Arrivent alors les ministres elfes, venus à son ordre. Avant la réunion, ils offrent un cadeau à Takuto, ce qui l'émeut. Il ne s'attendait pas à ce qu'il finisse aussi vite sa commande. Après avoir mis les vêtements, il est ravi de ne plus avoir à se promener en pyjama. Pourtant, pour les elfes, il n'a pas changé d'apparence. Atu leur dit simplement que leur roi est heureux de sa nouvelle tenue. La réunion commence,
et Moltar demande quel bâtiment construire en premier. Le terrain est déjà nivelé, les branches élaguées. Elle explique qu'ils vont d'abord ériger un bâtiment pour la production alimentaire. On ne peut pas partir en guerre le ventre vide, même si ce n'est pas le but pour l'instant. Moltar demande alors si le roi ne peut pas créer de la nourriture illimitée. Atout leur rappelle que, plus ils grandiront, plus ils devront répartir les ressources, et qu'ils ne peuvent pas tout attendre du roi. Ensuite, elle place un étrange être vivant sur la table. Tous sont pris de court, aiment-le particulièrement. Atout leur explique qu'il s'agit d'un arbre de viande, un bâtiment qui produit une mystérieuse chair au goût humain, en grande quantité, et très nutritive. Moltar fait remarquer que certains refuseront sûrement de manger de la viande humaine. Mais Atout leur dit qu'ils ne font que l'expérimenter pour voir. Takuto accepte donc la création de l'arbre de viande. Atout ajoute qu'ils auront besoin d'un poste de commandement et d'un entrepôt pour stocker la nourriture. Le accepte de s'en charger. À ce moment, l'arbre de viande le remercie d'une voix troublante, ce qui le terrifie. Après tout, c'est un arbre qui parle, et qui produit de la chair humaine. Atout parle ensuite de la recherche, étant encore une petite nation, ils doivent acquérir au plus vite une technologie moderne, en priorité la magie militaire. La magie normale n'attaque qu'une dizaine de personnes, ce que Moltar dit pouvoir faire facilement. Mais Atout leur explique que la magie militaire permet d'anéantir des armées entières, de modeler le terrain et d'avoir bien d'autres usages stratégiques. Moltar, choqué, demande si une telle magie existe. Elle répond qu'il leur faut plusieurs génies en magie. Takuto estime que ce n'est pas si complexe, donc ils pourront la développer rapidement. En comprenant à quel point leur roi est savant, Moltar s'emballe, et Takuto valide la décision de centrer la recherche sur la magie militaire. Atout annonce ensuite qu'il faut discuter des plans militaires, ce qui ravit Jia. Mais Takuto l'interrompt pour préciser qu'ils ne se concentreront pas là-dessus pour l'instant. Atout ajoute qu'une armée ne produit rien, consomme ressources et mana, et coûte cher à maintenir. Jia proteste en disant qu'ils ne peuvent même pas protéger leur roi avec leurs forces actuelles. Moltar avoue, gêné, qu'ils sont tous deux recherchés comme chefs des elfes noirs. Atout comprend qu'ils s'inquiètent de leurs poursuivants et se tourne vers Takuto, espérant une solution. Ce dernier propose alors de créer un héros. Atout trouve l'idée excellente. Même s'il est coûteux d'en invoquer un, l'entretien est minime. Comme les autres ne savent pas ce qu'est un héros, Atout leur explique. Dans Minogra, les héros servent le roi. Ils sont puissants, dotés de capacités spéciales, mais souvent un peu fous. Il faut remplir certaines conditions pour les invoquer, mais ils peuvent en faire venir un très bientôt. Takuto ajoute qu'un héros coûte moins cher qu'une armée et attire moins l'attention. Jia le remercie pour cela. Takuto, lui, trouve ces sujets divertissants. Il pense à la magie collectée auprès des citoyens et constate que le mana de la nation augmente rapidement. Ce mana est proportionnel au bonheur du peuple. Plus ils seront heureux, plus la nation progressera. Il se promet alors de rendre tous ces sujets aussi heureux que possible. Pendant ce temps, dans une église, un chevalier nommé Lonius prie. Son supérieur lui dit de revenir, car ils n'ont pas de temps à perdre. Mais Lonius lui demande de se taire, expliquant que ce lieu est réservé à Dieu. En se retournant, le capitaine remarque un pendentif que Lonius cache aussitôt. Il comprend qu'il s'agit de son alliance, utilisée comme talisman protecteur. Il lui demande alors le nom de sa femme et de sa fille. Lonius refuse, affirmant que cela n'a rien à voir avec la mission. Le capitaine insiste, lui rappelant qu'il parle à un paladin de haut rang. Lonius finit par céder, sa femme s'appelle Marcha et sa fille, Mina. Le paladin lui répond qu'ils partiront bientôt, et que s'il l'entend prononcer leur nom dans son sommeil, il devra intervenir. Lonius pense que cet homme est grossier et malpoli, mais vu ses compétences, il n'est pas en position de se plaindre. En chemin, le paladin se plaint d'être envoyé sur le continent obscur. Lonius lui rappelle qu'ils doivent enquêter sur la révélation de Soalina, et que s'ils réussissent, le congrès des provinces du Sud les félicitera. Mais il craint qu'en cas d'échec, on le tienne pour responsable, étant le plus bas gradé. Le paladin trouve étrange qu'ils soient les seuls paladins envoyés, les autres étant des mercenaires. Lonius explique que les missions à l'étranger sont rares, donc on ne sait jamais combien de troupes il faut. Il suppose que si ce paladin l'accompagne, c'est qu'il y a une raison cachée. En sortant de l'église, ils sont accueillis par un groupe de chevaliers. Le paladin félicite Lonius pour avoir engagé tous ses mercenaires. Malgré son attitude, Lonius pense qu'il est rassurant de l'avoir à ses côtés. De retour à Minogra, le remercie Takuto pour être venu inspecter l'avancement des travaux. Takuto est impressionné par les maisons construites dans les arbres de viande dansant, et repense à sa vie de joueur, heureux de vivre cela en vrai. Le lui explique que cette zone est leur quartier résidentiel. Elle se spécialise dans les constructions arboricoles, mais ont mis les maisons en pause pour se concentrer sur les arbres de viande, en pleine croissance. Bientôt, elles termineront aussi l'entrepôt. Au sein de l'Institut de recherche magique, l'ancien Moltar dirige une équipe de génies. Ils ont découvert une source d'eau proche et prévoient de construire un aqueduc. Le bâtiment royal servira d'administration nationale, modeste mais suffisant pour commencer. Takuto apprécie le geste, heureux qu'ils aient pensé à chercher de l'eau. Il se souvient des elfes noirs émaciés qu'il a rencontrés,
aujourd'hui plein de vie. Aime-le lui demande son avis, ils ont tout fait pour lui, espérant lui rendre sa bonté. Il lui dit que c'est merveilleux et qu'il est heureux de les avoir comme citoyens. Aime-le, ému, pleure de joie, ce qui surprend Takuto. Elle continue ensuite la visite, lui montrant des arbres de viande presque prêts à être récoltés. Atu rit avec lui en pensant que c'est comme tricher d'avoir autant de pouvoir. Soudain, un arbre de viande murmure qu'il est prêt, les effrayant tous. Ils se dirigent vers la source d'eau, mais en chemin, ils sentent que la forêt est étrange. Arrivés à la source, ils sont choqués de voir que l'eau est contaminée. Moltar arrive avec Jia, voulant s'occuper de l'aqueduc. Aime lui dit que l'eau n'est plus potable. Moltar vérifie, confirme, mais Atu boit quand même. Elle leur explique que ce sol est maudit, preuve qu'il fait désormais partie de leur territoire. Takuto leur fait respirer profondément, ils se sentent alors revigorés. Atu précise que les terres maudites profitent aux êtres maléfiques et nuisent aux neutres et aux bons. En rejoignant Minogra, ils sont donc devenus maléfiques. Elle boit l'eau sans problème. Atu précise que les terres maudites serviront de barrière défensive. Bientôt, tout le territoire sera ainsi, grâce à son pouvoir. Mais cela risque d'attirer l'attention. Tous s'inquiètent, mais Atu les rassure, ils vont créer un héros. Moltar dit qu'il ne comprend toujours pas ce que c'est. Atu lui répond qu'il vaut mieux voir en vrai. Cela fait plusieurs jours qu'ils sont là, le moment est venu. Des tentacules jaillissent de son dos et tranchent de nombreux arbres. Elle leur dit qu'elle est elle-même une héroïne, et que ce n'est qu'un centième de sa puissance. Les héros peuvent anéantir des armées seuls. Tout le monde est stupéfait. Takuto ajoute que les héros sont cheatés, qu'ils deviennent plus puissants avec le temps même sans rien faire. Ils vivent la belle vie. Il ajoute que tant qu'ils restent isolés, Atu suffira à protéger la nation. Takuto la gronde pour avoir détruit la forêt et lui demande de nettoyer quand elle en aura le temps, ce qui déprime Atu. Jia et Moltar sont impressionnés par sa puissance, et par celle de leur roi. Moltar propose de construire un palais pour lui, ce que Takuto refuse, n'ayant pas de préférence. Mais on insiste, un palais produit des ressources et rend les citoyens heureux. Takuto accepte juste pour ça. Il ajoute qu'il aimerait un jour un château flottant. Les autres sont confus, mais après tout ce qu'ils ont vu, ils trouvent ça crédible. Pendant ce temps, les paladins poursuivent leur route vers le continent obscur, éliminant les monstres sur leur passage. Les mercenaires les suivent. Alors qu'ils poursuivent leur route vers les terres maudites, le paladin supérieur nommé Verdel dit à Lonius qu'il a bien fait d'engager autant de mercenaires. Celui-ci le remercie et admet qu'il a eu de la chance, car la majorité des mercenaires se trouvent dans le nord. La raison, les troubles dans cette région, où des barbares sont soudain apparus dans la province septentrionale de Qualia et ont ravagé les villages, causant d'énormes dégâts. Même si une sainte et l'armée ont été envoyés pour reprendre le contrôle, les troubles ne semblent pas s'apaiser. L'un des mercenaires, nommé Vargo, les entend parler et leur fait savoir que, selon ce qu'on lui a raconté, la situation est catastrophique dans le nord. Verdel lui demande s'il ne compte pas y aller, car on dit qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Vargo répond que malgré cela, il ne veut pas s'en approcher maintenant qu'il sait qu'il y a une sorcière là-bas. Cela surprend Lonius, mais Verdel leur demande d'oublier le nord, car ils sont en route vers le sud, vers les terres maudites. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils peuvent y trouver, il ne veut pas qu'ils soient distraits. Un instant, on aperçoit une femme encapuchonnée dans la forêt. Cette nuit-là, le groupe fait une pause dans une auberge. Lonius en profite pour interroger Vargo sur ce qu'il disait à propos de la sorcière. Celui-ci lui explique qu'il s'agit d'une rumeur, la sorcière serait à l'origine des troubles du Nord. Lonius trouve cela ridicule, car Soalina s'est aussi rendu là-bas, donc il est impossible qu'une seule personne soit responsable. Vargo est d'accord, mais quand il s'apprête à donner son avis, il est interrompu par Verdel qui ne souhaite qu'il plombe l'ambiance. Vargo lui demande s'il ne boit pas un peu trop. Verdel lui répond de ne pas se soucier de détails, car selon les paroles de Dieu, il faut se débarrasser de ses vêtements spirituels en rentrant chez soi après avoir pris soin de la souffrance des autres. Lonius lui cite alors le passage exact de la doctrine du dieu Haro, pour lui faire remarquer que nulle part il n'est écrit qu'on peut boire. Verdel s'excuse en disant qu'ils ont une interprétation différente et lève son verre avec entrain. Ignorant cela, Vargo souligne qu'ils ont envoyé 2 chevaliers sacrés enquêter dans les terres maudites du continent obscur. Il se demande ce qui est si important pour que ce soit eux qui soient envoyés, espérant que cela n'ait rien à voir avec une autre sorcière. Verdel répond que ce n'est pas le cas, et qu'ils savent à peu près de quoi il s'agit. Cela surprend Lonius, car il n'a pas cette information. Vargo lui demande alors les détails. Verdel leur explique que les elfes noirs se sont réfugiés dans ces terres, ce qui inquiète leur chef, car il pourrait y causer des problèmes. Vargo trouve cela sensé, cette race est experte en malédiction et assassinat. Il ajoute que s'ils se cachent et gagnent en puissance, ils finiront par attaquer. Verdel lui dit de ne pas s'en faire, cette fois, ils sont juste là pour enquêter, et si la situation devient dangereuse, ils n'auront qu'à fuir. Vargo est content de ce plan, mais Lonius demande à Verdel s'il pense que c'est ainsi que l'avant-garde de Dieu doit agir, car leur devoir est de combattre le mal. Verdel change alors de ton pour lui conseiller de ne pas être avide de gloire. Le moment viendra où il devra agir, mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Alors que Lonius insiste,
Verdel lui rappelle qu'il a une famille, tout comme les autres hommes ici présents, une raison suffisante pour revenir vivant. Il conclut le sujet et annonce à tous qu'ils atteindront demain le continent obscur, alors autant en profiter pour boire ce soir. Pendant ce temps, Takuto rassemble les elfes noirs autour de lui pour une démonstration. Après s'être préparé, il envoie une énorme quantité de mana sur un tas de fruits de l'arbre de chair. Peu après, cette masse commence à prendre forme jusqu'à devenir un insecte. Les responsables sont stupéfaits, et Molta demande à Takuto s'il peut vraiment créer la vie. Takuto sourit, tandis qu'Atu annonce que c'est le pouvoir du monarque, le roi Takuto. Elle ajoute que leur espèce détient encore bien plus de puissance, et que la dévotion et le bonheur du peuple donneront encore plus de pouvoir à leur roi. Elle leur demande donc de lui montrer plus de dévotion. Les elfes noirs acclament leur roi. Le système notifie à Takuto qu'il a produit une nouvelle unité via la méthode normale. De retour sur son trône, il dit à Atu qu'il est content que tout se soit bien passé et que les elfes noirs aient accepté les résultats sans hésiter. Mais tous deux admettent qu'ils ignorent encore beaucoup de choses. Atu lui conseille de ne pas s'en inquiéter, ce rituel prouve qu'ils peuvent produire de nouvelles unités. Takuto comprend alors qu'ils peuvent invoquer un héros. Il se réjouit à l'idée, et même s'il leur faudra beaucoup de mana, il voit enfin un avenir. Selon lui, avec 2 héros, ils auront la force nécessaire. Celui qu'il veut invoquer en premier est Isla, la reine des insectes. Il sait qu'elle est très puissante, elle peut renforcer toutes les unités d'insectes, produire des larves pour le travail, ce qui la rend parfaite pour la guerre et les affaires nationales. Atu le félicite pour cette décision, mais lui rappelle que les autres héros ont des personnalités horribles. Takuto se souvient que l'un d'eux veut dominer le monde, et qu'un autre préfère semer le chaos, bref, tous sont problématiques. Ils s'accordent à dire qu'il ne vaut mieux pas les invoquer tout de suite, car ils doivent d'abord se concentrer sur la nation. Malgré tout, Takuto veut les rencontrer, car leurs compétences restent précieuses. Le lendemain matin, l'Onus et les autres croisent un géant des collines. L'Onus critique le fait que de tels monstres puissent apparaître en plein jour, une chose qui n'arrive que sur le continent obscur. Vargo lui demande de l'aide pour le vaincre, mais Verdel annonce qu'il s'en chargera seul pour ne pas perdre de temps. Il marche droit vers le géant, tire son épée, et demande aux autres de ne rien faire. Quand le géant attaque, Verdel commence un enchantement d'art sacré. Cela intrigue Vargo, alors l'Onus explique qu'il s'agit d'une technique secrète de Qualia consistant à impliquer Dieu dans la lame par la prière. Une fois l'épée chargée, Verdel encaisse le coup du gourdin du géant et contre-attaque en le coupant en deux. L'Onus explique que le pouvoir divin renforce les chevaliers sacrés et les inonde de puissance pour détruire le mal, un pouvoir comparable à celui d'un petit dragon. Sans attendre, Verdel lance une série d'attaques rapides avant de l'achever avec un coup vertical puissant. L'Onus le félicite, pensant qu'avec cette puissance, leur mission se déroulera sans accroc. Mais Verdel n'apprécie pas ses propos et lui reproche de parler trop vite, ce qui déplaît au groupe. De retour avec Takuto, alors qu'il s'apprête à manger son hamburger, Atu lui demande s'il ne préfère pas quelque chose de plus sain. Bien que ce ne soit pas interdit, il pense qu'il devrait manger mieux. Takuto en a marre de ce genre de remarques et croque dans son hamburger. Il raconte qu'à l'hôpital, il ne mangeait que des plats sains, et il s'inquiète pour elle. Atu lui demande pourquoi, et il lui répond que c'est parce qu'elle ne mange que des salades. Elle rétorque que c'est par goût, mais admet qu'un régime uniquement à base de salade ne serait pas bon non plus. Takuto se dit que, malgré sa cruauté, elle mange étonnamment sainement. Changeant de sujet, il lui dit que tout cela commence à devenir incroyable. Elle pense qu'il parle des matériaux du palais, preuve que les elfes noirs se donnent à fond. Cela lui rappelle quelque chose, et il demande à ce qu'on convoque Moltar et les autres une fois le repas terminé. Atu accepte et lui demande de quoi il souhaite parler. Takuto répond qu'avec les insectes, il peut désormais voir les environs de la forêt, et il veut savoir ce qu'il doit faire. Atu comprend qu'il fait référence à la ville voisine. Takuto confirme, elle n'appartient pas à Qualia. Atu confirme que Qualia est bien plus au nord, et que cette ville est neutre, située à l'est. Elle pense qu'il faut donc décider de la marche à suivre. Elle suppose aussi que cette ville sera la première à apprendre leur existence, étant si proche. Takuto se réjouit qu'elle soit neutre, s'ils étaient gentils, ils ne pourraient pas négocier. Atu commence à soupçonner un danger potentiel, mais Takuto minimise. Il dit qu'il n'y a aucun signe que Minogra soit connu. Elle l'avertit que s'il dit cela, cela déclenchera un événement. Takuto prend ça comme une blague, mais son expression change soudainement, une bande d'hommes armés se dirige vers eux. Ne voulant pas attirer l'attention, il demande à Atu de les faire partir pacifiquement. Mais si ce n'est pas possible, elle devra faire ce qu'il faut, ce qu'elle accepte sans hésiter. Pendant ce temps, l'Onus et les autres arrivent enfin face aux terres maudites, un océan d'arbres hostiles à toute forme de vie. Verdel, le regard déterminé, donne l'ordre d'avancer, mais les arrête peu après. L'Onus remarque une silhouette féminine encapuchonnée approchant lentement. Verdel lui ordonne de s'arrêter et lui demande qui elle est et ce qu'elle fait ici. Elle s'incline et explique qu'elle est une elfe noire, réfugiée dans la forêt pour survivre, et qu'elle a compris qu'ils viennent du royaume sacré de Qualia. Elle veut savoir pourquoi ils sont là. Verdel refuse de répondre tant qu'elle ne répond pas à ses questions. Elle affirme vivre avec les siens, eux aussi réfugiés.
Verdel lui demande alors si cela la dérange qu'ils entrent dans la forêt. Elle dit que c'est impossible et fixe le groupe de ses yeux brillants. L'Onius tente de dire qu'ils sont des hommes de Dieu, mais Verdel le fait taire. L'Onius s'excuse, même s'il ne comprend pas pourquoi une telle réprimande pour si peu. Verdel continue et dit qu'ils sont là pour une mission et qu'ils ne peuvent pas partir juste parce qu'elle ne le souhaite pas. Elle leur explique que son peuple a souffert et qu'il veut simplement vivre en paix. Verdel insiste et demande s'il y a quelque chose dans cette forêt. Elle répond qu'il n'y a que paix et tranquillité. Elle veut savoir pourquoi il s'obstine sur cette forêt aussi sinistre. Ces paroles irritent profondément Verdel et l'Onius. Après un silence, Verdel déclare qu'ils sont ici à cause d'une révélation divine, une calamité se cache ici, et ils ne partiront pas sans en avoir la preuve. Cela surprend le groupe, car personne ne savait que c'était pour cela qu'ils étaient venus. L'Onius aussi est surpris, et Verdel lui rappelle que cette révélation était un secret d'État. L'Onius ne comprend pas pourquoi il la révèle ainsi. Verdel lui dit de se taire à nouveau. L'Onius pense que partager une révélation divine sans autorisation est un péché grave, même pour un haut chevalier sacré. Il menace de le dénoncer à leur retour, ce à quoi Verdel répond qu'il fasse ce qu'il veut. L'elfe noir s'excuse à nouveau, les yeux brillants d'un éclat rouge, et leur répète qu'il n'y a rien ici dont ils doivent s'inquiéter. Elle veut qu'ils repartent. Verdel affirme qu'ils resteront un moment. Elle insiste, il vaut mieux qu'ils ne le fassent pas. L'Onius perçoit une énergie maléfique en elle, et se demande si elle est vraiment une elfe noire. Il se convainc que la révélation est vraie et que quelque chose se cache ici. Verdel demande à l'elfe si cette calamité n'existe vraiment pas. Elle répond que non, et que si c'était le cas, même eux en auraient peur. Verdel lui demande alors de le jurer devant Dieu, ce qu'elle fait sans hésitation. Quelques instants plus tard, Verdel ordonne le repli. L'Onius insiste, mais Verdel reste ferme, il se retire. L'Onius, frustré, dit que c'est honteux. Puisqu'il abandonne sa mission et révèle une prophétie, il le destitue de son autorité. Il annonce aux mercenaires qu'ils vont entrer dans les terres maudites pour enquêter. Vargo obéit, malgré les protestations de Verdel, car c'est l'Onius qui les a engagés. L'Onius ordonne alors l'arrestation de la femme. Verdel est contre, elle est sans défense. Alors qu'il l'encercle, elle soupire, déçue d'avoir échoué. Soudain, l'Onius se réveille, inconscient. Il voit sa main couverte de sang. En relevant les yeux, il aperçoit Atou, ayant empalé tous les mercenaires par les membres. Verdel entre en garde, c'est une sorcière. Atou, prenant sa vraie apparence, se lamente que tout ne puisse pas toujours bien se passer. Après la grande menace proférée par Atou, Verdel demande à l'un des survivants de retourner en arrière pour avertir les autres, car c'est crucial. Mais Vargo s'excuse, expliquant que l'attaque de la sorcière a anéanti tous les messagers. Il révèle alors qu'il est le monstre qu'il recherchait, laissant tomber les cadavres des chevaliers au sol. Cela laisse Léonius abasourdi, mais Verdel lui demande de garder son calme, précisant qu'il ne leur reste plus qu'à combattre. Il ordonne à ses hommes de se mettre en formation de combat. Ces paroles remotivent ses troupes, qui s'organisent immédiatement. Quelques secondes plus tard, Verdel ordonne une salve de flèches contre Atou, mais elle bloque chaque projectile avec ses tentacules, affichant une attitude détendue face à eux. Voyant la frustration de Verdel, Atou lui assure qu'elle regrette d'en être arrivée là et blâme l'idiot à ses côtés, qui, par sa dévotion mal placée, s'est mêlé de ce qui ne le concernait pas. Léonius, encore sous le choc, tente de comprendre la situation. Il demande à Verdel ce qu'est une sorcière. Verdel explique que ses supérieurs lui ont ordonné de garder le secret, mais avec la moitié de leurs hommes morts, il pense qu'il aurait dû lui en parler plus tôt. Il révèle que lorsqu'une sainte reçoit une révélation confirmée par les chefs, le monstre issu de la calamité est appelé une sorcière. Une sorcière a également causé des troubles dans le nord, et cette femme doit être du même type. Face à cette menace, Verdel demande aux mercenaires de reculer pour qu'ils puissent accompagner Léonius. N'ayant pas d'autre option, ils utilisent l'art de l'épée sacrée pour attaquer Atou. Elle se moque de leur lenteur et de leur manque de puissance, mais recule lorsqu'un des deux parvient à couper un de ses tentacules. Elle comprend qu'ils utilisent la bénédiction d'un dieu, leur conférant un bonus d'attaque contre les êtres maléfiques, un problème pour les civilisations du bien. Distraite par cette analyse, Verdel l'attaque à nouveau, coupant un autre tentacule, ne lui en laissant plus que 3. Atou, furieuse, utilise ces 2 derniers tentacules pour prendre des mercenaires en otage. Elle admet les avoir sous-estimés, reconnaissant leur force inattendue, mais souligne qu'ils ne peuvent plus attaquer, car les humains, par leur attachement, font des boucliers parfaits. Cette vieille est folle, murmure Léonius. Verdel lui demande de se retenir, expliquant qu'il ne reste que 2 tentacules et qu'en les coupant, ils pourront vaincre Atou et éradiquer la calamité, évitant ainsi tout dommage supplémentaire. Il l'incite à réfléchir à ce qui compte vraiment. Convaincu par cette logique, Léonius et Verdel chargent Atou, la prenant par surprise. Ils tranchent rapidement les corps des mercenaires et les tentacules. Verdel s'avance pour porter le coup final, mais lorsqu'il s'approche, Atou affiche une expression macabre. En un instant, Verdel est transpercé par de multiples tentacules. Dans ces derniers instants, il crie à Léonius de fuir, avant qu'Atou ne lui perce la tête. Lorsque le corps de Verdel s'effondre, Léonius est sous le choc,
car il pensait avoir coupé tous les tentacules. Atou lui demande alors quand elle a dit qu'elle n'en avait que 6, expliquant qu'elle peut les régénérer à volonté, tout en arborant un sourire satisfait. Léonius réalise qu'elle jouait avec eux depuis le début et ordonne aux mercenaires de fuir, insistant pour qu'au moins l'un d'eux survive pour raconter l'histoire. Les mercenaires s'enfuient, terrifiés, ce qui déplaît à Atou. Lorsque Léonius attaque Atou désespérément, elle bloque son épée avec l'arme de Verdel, utilisant l'art de l'épée sacrée. Remarquant sa surprise, elle explique qu'elle a volé cette technique à Verdel en le tuant, ainsi que tout son entraînement et ses compétences. Elle enchaîne avec une série d'attaques rapides, sans utiliser ses tentacules, trouvant cela amusant. Elle souligne que Verdel était un paladin digne de sa réputation, mais le blâme pour sa mort à cause de son aveuglement. Soudain, elle mentionne le nom de la femme de Léonius, Marcha, et de sa fille, Mina, le choquant. Elle confirme avoir volé tous les souvenirs et sentiments de Verdel, révélant que plus elle tue, plus elle devient puissante. Atou partage certains des souvenirs de Verdel, qui se demandait ce qu'il adviendrait de Léonius et de sa famille s'il mourait. Elle trouve cela héroïque, digne d'un paladin, et demande à Léonius ce qu'il ressent. Il répond que la volonté de Verdel vit toujours en lui, car en la retenant, il donne une chance aux mercenaires de s'échapper. Mais des cris retentissent au loin, et Atou explique que les elfes noirs, qu'elle a envoyés, ne laisseront personne s'enfuir. Léonius, désespéré, l'attaque à nouveau, mais Atou, prête à tout, réagit avec malveillance. Elle le piège et lui reproche de ne pas avoir écouté Verdel. S'il l'avait fait, il serait rentré chez lui, aurait retrouvé sa famille, vécu une vie paisible et continué à rendre grâce à son Dieu. Le bois serait resté calme, et elle aurait pu dormir en espérant que cela dure éternellement. Mais à cause de lui, elle annonce un futur où tout ce qu'il connaît mourra, sa famille, son royaume, ses amis, qu'elle traquera pour les tourmenter jusqu'à ce qu'ils implorent la mort. Elle détruira également tous les villages qu'ils ont traversés, tuant leurs habitants sans raison, et dira que tout est de sa faute. Léonius la supplie d'arrêter, mais Atou, sans l'écouter, affirme que si les gens le méprisent, il sera fini, et c'est pourquoi elle doit tous les tuer, une leçon apprise d'une personne importante. Elle est prête à anéantir des millions de personnes pour ne jamais être méprisée. Léonius, tourmenté, continue de la supplier, mais elle lui dit joyeusement qu'il est une bonne personne, croyant en un Dieu, travaillant pour son pays et aimant sa famille. Cependant, elle déteste ceux qui se prennent pour la justice incarnée. Elle lui dit adieu, espérant qu'il verra ses proches et les innocents souffrir atrocement par sa faute. Léonius pousse un cri déchirant, tandis qu'elle rit en lui ôtant la vie lentement et douloureusement. Une fois terminé, dans une mare de sang, l'anneau de Léonius brille. Atou part rejoindre les autres, annonçant que, comme demandé, ils ont tous été tués. Elle ajoute que cela plaira à son roi et qu'elle prévoit de rentrer, après avoir demandé de se débarrasser des corps. On lui demande si elle compte vraiment exécuter ses menaces. Son expression sérieuse s'adoucit, et elle répond en riant qu'elle plaisantait, qu'elle est tranquille et qu'elle ne faisait que les tourmenter un peu. Les autres, perplexes, trouvent étrange qu'elle se qualifie de paisible après avoir tué 8 personnes. Atou part voir son roi, pressé, et Jia lui demande si quelque chose ne va pas. Avec une expression sérieuse, elle répond qu'elle doit parler au roi de quelque chose d'important. La nuit, elle rencontre Takuto pour lui raconter ce qui s'est passé, notamment l'utilisation du terme sorcière à son sujet. Cela le rend perplexe, car il ne se souvient pas d'une telle unité dans Eternal Nation. Atou confirme que ce n'est pas le cas et que ce monde n'est clairement pas celui du jeu. Takuto admet qu'il craignait cela. Atou explique qu'ils ont agi selon les règles du jeu jusqu'à présent, mais qu'ils doivent maintenant considérer que ce monde est différent. Cependant, ces différences pourraient leur être bénéfiques, notamment grâce à sa capacité. Dans le jeu, la compétence spéciale d'Atou lui permettait de voler les capacités d'une unité vaincue, mais ici, elle peut aussi voler leurs souvenirs, une arme puissante. Takuto approuve, car cela leur permet de connaître la situation à Qualia sans envoyer d'espions. Atou ajoute que Qualia ne peut plus envoyer de force à cause d'un désastre dans le nord. Bien qu'il soit tranquille pour l'instant, Qualia pourrait réagir après cette défaite. Takuto note qu'ils ignorent tout de Minogra et que toute action ennemie nécessitera prudence. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'origine de ce désastre dans le nord. Atou précise qu'elle n'en sait rien, pas même Qualia, mais que la sorcière, nommée Elakino, la sorcière limace, a causé des dégâts comparables à ceux d'une armée. Dans un changement de scène, une fillette, Elakino, marche joyeusement dans un village détruit jonché de cadavres. Elle annonce qu'ayant terminé ici, elle veut aller à la prochaine ville, accompagnée de ses zombies, ravis de semer le chaos. De retour avec Takuto, il demande à Atou si les troubles du Nord sont récents. Elle confirme, ce qui pousse Takuto à réfléchir, un monstre capable de rivaliser avec une armée est apparu récemment, peut-être dans ce monde comme eux, et il semble y avoir plus d'individus avec une force héroïque, ce qui complique les choses. Atou demande ce qu'il doit faire, notant que Elakino semble maléfique et proposant d'établir un contact. Takuto refuse, estimant qu'ils ne s'entendraient pas, surtout s'ils sont tous deux maléfiques. Atou acquiesce, soupirant que tout allait bien jusqu'à présent.
Takuto ajoute que face à la possible présence d'un autre héros, ils doivent créer leur propre héros. Il pensait à cela, mais estime qu'il faut y réfléchir davantage, peut-être en se concentrant sur des forces pour combattre. Atu soutient cette idée et promet d'aider, même si réunir le mana nécessaire prendra du temps. Takuto la remercie et mentionne qu'il envisage de revoir leur stratégie, pas seulement pour Isla, mais aussi pour changer leur politique. Il déclare vouloir forger une alliance, car Qualia est un ennemi clair, et face à l'inconnu de la sorcière, une alliance avec une autre nation serait bénéfique. Atu comprend, mais doute que ce soit possible, étant des êtres maléfiques. Takuto répond que cela fonctionnera si une nation neutre y gagne quelque chose. Atu propose la nation de l'Est, et Takuto confirme qu'après avoir pris le palais, il enquêtera sur cette nation pour renforcer leurs forces et proposer une alliance. Dans une autre scène, les défenses d'une ville affrontent une attaque ennemie soudaine, ce qui les angoisse. Leur mage principal frappe les ennemis avec une puissante attaque magique depuis le ciel, impressionnant ses alliés. Mais lorsqu'il tente de partir, on lui signale que les ennemis sont plus nombreux et résistent. Inquiet, le mage demande des renforts, se demandant ce que sont ces monstres étranges, jamais vus auparavant. Alors qu'Atu s'apprête à quitter Takuto, elle s'arrête à la porte, hésitant à parler par timidité. Elle avoue avoir peut-être exagéré avec les paladins, craignant des conséquences graves. Takuto, nonchalant, lui demande ce qu'il y a de mal à cela, la surprenant. Un silence s'installe, puis Atu perçoit un changement en lui, il se transforme brièvement en roi de la ruine avant de redevenir normal. Takuto lui assure que ses actions ne l'offenseront jamais, car il lui fait confiance et veut qu'elle continue à l'aider. Touché, Atu promet de lui offrir toute sa force, oubliant l'image qu'elle a eue de lui. Dans son enthousiasme, elle lui dit de lui demander n'importe quoi, frappant l'air pour montrer sa motivation. Takuto la regarde avec un sourire, heureux de la voir redevenir elle-même. Peu de temps après, le palais de Takuto est enfin achevé, marquant le début de l'essor de son royaume. Il est enthousiaste, car il a toujours rêvé d'un palais grandiose. Atu lui assure qu'un jour, il sera assez grand pour percer les cieux. Cependant, cette discussion sur le palais amène Atu à réaliser que, bien que Takuto soit leur roi, il n'a pas encore un seul serviteur à son service. Il n'y avait pas vraiment réfléchi, mais il serait étrange pour un roi de ne pas avoir de serviteur personnel. Atu lui demande alors s'il a une préférence pour qu'elle puisse lui en trouver un. Takuto répond timidement qu'il se contenterait de n'importe qui, tant que la personne est facile à aborder, car il est un piètre communicant. En fait, il n'a pas vraiment tenu de conversation avec les elfes noirs depuis son arrivée. Atu pense que c'est surtout parce qu'il ressemble à une masse d'énergie négative à leurs yeux. Quoi qu'il en soit, elle lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle a un plan parfait. Takuto trouve l'enthousiasme d'Atu un peu inquiétant, mais décide de la laisser faire pour voir ce qu'elle prépare. Atu convoque immédiatement Jia, Moltar et Emle, leur ordonnant de rassembler toutes les jeunes filles du village, car Takuto les désire. Takuto et Moltar sont stupéfaits par ce qu'ils viennent d'entendre, mais Moltar veut lui laisser le bénéfice du doute et demande à Atu pourquoi elle donne un tel ordre. Atu explique qu'elle a choisi des jeunes filles, pensant qu'il serait plus facile pour Takuto de s'entraîner à discuter avec elle. Mais au lieu de s'expliquer clairement, elle déclare audacieusement que Takuto aime les jeunes filles. Cela va trop loin. Takuto interrompt Atu pour l'empêcher d'aggraver les choses et lui demande d'expliquer sans le faire passer pour un prédateur. Après avoir entendu l'histoire complète, Moltar et les autres sont soulagés d'apprendre que Takuto voulait simplement un serviteur avec qui il serait facile de parler. Il a spécifiquement demandé des jeunes filles, car le royaume manque de main-d'œuvre, et il ne voulait pas détourner des travailleurs précieux pour en faire ses serviteurs. Les enfants, qui ne peuvent pas encore travailler, étaient donc le meilleur choix. Moltar et les autres sont impressionnés par la réflexion de Takuto. Ils acceptent de lui amener les enfants, et Takuto se réjouit à l'idée d'avoir des gens avec qui discuter. Cependant, il n'a pas pris en compte un détail, pour les gens ordinaires, il ressemble toujours à une calamité ambulante. Ainsi, les enfants éclatent en larmes dès qu'ils le voient. Takuto se sent très mal après cet incident. Atu demande à Moltar s'il y a des enfants qui ne hurleraient pas à la vue du roi. Dans ces circonstances, Moltar ne voit personne de convenable. Jia intervient soudain, demandant si Takuto a rencontré les jumelles, précisant qu'il ne les a pas présentées, car il ne pensait pas qu'elles seraient des servantes appropriées. En résumé, elles ont un passé troublé, et il craignait qu'elles n'offensent le roi. Mais à ce stade, les options sont limitées, alors Atu lui demande de les faire venir. Peu après, les jumelles arrivent au palais et se présentent comme Karia et Maria. Karia parle avec respect, tandis que Maria s'adresse à Takuto de manière décontractée, comme s'il était un ami. Atu devine immédiatement que ces filles ont traversé beaucoup d'épreuves. Elle demande à Karia d'où viennent les cicatrices sur son corps. Karia explique qu'elles sont dues à une maladie. Moltar précise que Karia a souffert d'une peste il y a quelque temps, et bien qu'elle soit guérie, les marques de la maladie persistent. Atu demande ensuite ce qui est arrivé à Maria. Karia explique que Maria a vécu quelque chose de très cruel, qui l'a changé à jamais. Atu insiste pour savoir ce que Karia entend par quelque chose de cruel, et Maria répond sans hésiter qu'elle a mangé sa mère.
C'est bien pire que ce qu'Atou imaginait. Elle demande des explications à Moltar, qui n'est pas fier de ce qui s'est passé, mais c'était la seule solution. Les elfes noirs n'ont jamais oublié le noble sacrifice de la mère de Maria et Caria. Takuto se souvient que les elfes ont dû parcourir un terrain périlleux pendant longtemps après avoir été chassés de chez eux, et dans de telles situations, la famine devient un problème majeur, nécessitant des sacrifices. Être forcé de manger sa propre mère a brisé la vision du monde de Maria. Bien qu'il soit positif qu'elle ne semble pas avoir peur de Takuto, Atou doute qu'elle soit une bonne servante pour lui. Cependant, pendant qu'Atou réfléchit, Maria s'approche de Takuto et lui dit qu'il lui semble blanc. Takuto est surpris, car la plupart des gens le décrivent comme l'incarnation des ténèbres. Il lui demande si elle serait prête à devenir sa servante pour prendre soin de lui, et Maria répond qu'elle fera de son mieux. Takuto la nomme officiellement aspirante cadre de l'illustre Minogra. Atou est stupéfaite, car c'est la plus longue conversation que Takuto ait eue avec quelqu'un d'autre qu'elle. Cependant, Caria n'a pas beaucoup parlé, alors Takuto lui demande ce qu'elle pense de sa proposition. Caria répond qu'en tant que petite sœur de Maria, elle a le devoir de rester à ses côtés, et si Maria veut devenir la servante de Takuto, elle le fera aussi. Takuto est ravi et leur annonce qu'à partir d'aujourd'hui, elles seront chargées de s'occuper de lui. Jia et Moltar semblent toutefois un peu inquiets de cette décision. Après le départ des autres, Moltar s'approche de Takuto et lui confie quelque chose au sujet des jumelles. Depuis la mort de leur mère, elles n'ont plus ressenti la moindre émotion, comme si leur cœur s'était complètement fermé. Les avoir comme servantes présentera des défis, mais Moltar demande à Takuto de faire preuve de tolérance et de patience jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Plus tard, Maria et Caria commencent leurs fonctions officielles, mais les problèmes surgissent immédiatement. Maria trébuche en apportant un verre d'eau à Takuto et le renverse sur lui. Caria s'excuse pour elle, expliquant que ce n'est pas la première fois, mais Takuto dit qu'il n'est pas fâché. Peu après, Atou arrive et est déçu de voir que Maria a encore fait une erreur, mais Takuto lui demande d'être indulgente avec les filles. Atou ne supporte pas leur fréquente maladresse, mais si Takuto ne veut pas les punir, elle n'y peut rien. Elle lui rappelle qu'il a une réunion à laquelle Maria et Caria, en tant que servantes, devront assister et devront se comporter au mieux. La réunion commence peu après, et Emle, responsable du département de construction, fait son rapport. Avec le palais achevé, de nombreux ouvriers sont libres, et il reste beaucoup de ressources en stock. Elle propose de commencer un nouveau projet. Takuto et Atou approuvent et lui demandent de construire une clinique dès que possible pour assurer la santé et la sécurité des citoyens de Minogra. Emle promet de s'y mettre immédiatement. Ensuite, Atou souhaite parler à la personne responsable de la collecte des ressources, qui s'avère être aussi Emle. Elle signale que la collecte de nourriture et de matériaux se passe bien, et grâce à l'aide de Takuto, ils ont obtenu des produits de première nécessité qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes, bien que cela consomme beaucoup de mana. Ils devront trouver d'autres méthodes, car utiliser la production d'urgence trop souvent n'est pas idéal. Takuto dit qu'ils peuvent continuer à compter sur lui, mais ils doivent prioriser la construction et la recherche pour augmenter sa production de mana. Atou remercie Emle pour son travail acharné. Ensuite, la discussion porte sur la recherche magique, et Moltar prend la parole. Il annonce avoir créé une magie militaire, qu'il est pour l'instant le seul à pouvoir utiliser, mais il est convaincu que ses subordonnés pourront l'apprendre avec un entraînement suffisant. Il pourrait même utiliser le mana en ruine produit par le palais pour lancer des sorts puissants. Cependant, comme Takuto a déclaré ne pas vouloir déclencher de guerre, ils n'auront probablement pas beaucoup d'occasions de l'utiliser. Atou lui demande de se concentrer sur la recherche des 6 éléments principaux de l'arbre des compétences magiques, car ils seront les plus utiles au développement de la nation. Enfin, Atou demande à Jia un rapport sur l'état de l'armée. Il informe qu'il dispose de 5 insectes éclaireurs, occupés à explorer le territoire maudit, mais les plaines au-delà de la forêt sont difficiles à explorer sans risquer d'être repérés. La furtivité étant une priorité pour Minogra, les éclaireurs sont limités dans leurs explorations. Atou trouve cela acceptable, car ils ont déjà un rapport détaillé sur la forêt, et demande à Jia d'assigner les éclaireurs à des patrouilles de routine autour du périmètre. Jia s'inquiète de la faiblesse militaire, mais Atou assure qu'elle peut gérer toute menace, d'autant plus qu'elle et Takuto ont décidé de créer un nouveau héros. Takuto annonce qu'il va invoquer Isla et demande si les ressources nécessaires sont prêtes. Moltar confirme que le bois et les rations sont prêts, mais il reste le problème de la grande quantité de mana requise. Après de nombreux débats et compromis, la réunion se termine, et Takuto est satisfait de la manière dont chacun remplit son rôle. De retour dans la salle du trône, Maria heurte Takuto, faisant tomber les documents de la réunion. Caria s'excuse à nouveau et aide à ramasser, mais il déchire accidentellement un document. Elles s'attendent à ce que Takuto soit en colère, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter et va s'asseoir sur son trône. Maria s'approche soudain et lui demande s'il est une mauvaise personne. Étant d'alignement maléfique, il l'est techniquement, alors elle demande pourquoi il ne les a pas tués malgré leurs erreurs constantes, qui justifieraient l'exécution d'un serviteur. Takuto leur demande ce qu'elles pensent être la différence entre une bonne et une mauvaise personne. Pour Maria, une bonne personne fait seulement de bonnes choses, et une mauvaise personne, seulement de mauvaises.
Takuto lui dit qu'elle n'a qu'à moitié raison. Une bonne personne doit toujours faire ce qui est juste, sans mentir, voler ou tuer sans raison. Mais une mauvaise personne n'a pas forcément à toujours faire de mauvaises choses. Par nature égoïste, elle fait ce qu'elle veut sans se soucier des sentiments des autres. Dans son cas, Takuto veut être gentil avec elle, donc il n'y a rien de mal à être indulgent face à leurs erreurs. Il sait qu'elles ont fait exprès de multiplier les erreurs pour le mettre en colère. Maria et Karia admettent qu'elles espéraient qu'il les tuerait à force de causer des problèmes, pensant ne pas mériter de vivre après ce qu'elles ont fait. Takuto comprend qu'il leur est difficile de se pardonner, et bien qu'ils ne puissent pas se mettre à leur place, il est sûr que leur mère s'est sacrifiée pour qu'elles vivent. Il veut qu'elles sachent qu'elles sont libres et que le meilleur moyen d'honorer ce sacrifice est de vivre pleinement. Ce ne sera pas facile, mais il sera à leur côté à chaque étape. Les deux éclatent en larmes face à la gentillesse de Takuto et l'enlacent fort. Quelques heures plus tard, Atu entre et trouve les jumelles endormies sur le trône de Takuto. Un peu jalouse de leur proximité, elle annonce que le rapport sur la ville voisine, Dragontan, est prêt. Faisant partie de la nation neutre multiraciale de Fonkaven, Dragontan abrite diverses races, ce qui rend Takuto optimiste quant à des négociations, mais il s'inquiète de son emplacement isolé. Atu explique que la ville a été construite là à cause d'une mine de veines de dragon, précieuse pour leur production naturelle de mana. Elle suggère de s'en emparer rapidement. Le rapport indique aussi que Dragontan est attaqué par des barbares comme des ogres et des gobelins, et peine à se défendre. Takuto demande si la ville a reçu de l'aide de sa patrie, mais aucun renfort n'a été envoyé, et la situation ne s'améliore pas supposant qu'il y a des réfugiés. Takuto propose de les accueillir à Minogra pour augmenter la population tout en établissant des relations avec Dragontan, avec l'espoir de revendiquer la mine de veines de dragon à terme. Alors qu'il se dirige vers la ville, l'envoyé d'Atu croise un groupe de bêtes humanoïdes au milieu de nulle part, et la tension monte aussitôt. Le chef des bêtes humanoïdes, Tonukapoli, est terrifié par Atu, car elle et les autres sont entourés d'une obscurité si dense qu'elle est visible à l'œil nu. Elle fait de son mieux pour garder la paix, car ces hommes sont tellement pétrifiés qu'ils pourraient attaquer les deux par peur, ce qui risquerait de tous les faire tuer. Atu a toujours pour ordre de cacher l'existence de Minogra. Elle s'apprête donc à éliminer tous les témoins présents. Cependant, Pépé, ici présent, est bien trop stupide pour comprendre la menace que représente Atu. Il lui demande simplement son nom et entame une conversation. Une attitude si audacieuse et stupide qu'elle surprend Atu, qui décide finalement de ne pas les tuer pour l'instant. Au bout d'un moment, les deux groupes parviennent à s'entendre, et Atu découvre que le groupe de Tonukapoli est en réalité une délégation envoyée par Dragontan. C'est une chance inespérée, car cela lui évitera de devoir s'y rendre elle-même. Elle invite donc Tonukapoli et ses hommes à rencontrer le roi de Minogra. Tonukapoli est un peu nerveuse, car un roi capable de commander quelqu'un d'aussi puissant qu'Atu doit forcément être terrifiant. Et quand elle rencontre enfin Takuto, c'est encore pire que ce qu'elle imaginait, tout ce qu'elle voit, c'est un abîme infini d'obscurité. Elle commence vraiment à regretter la décision qu'elle a prise plus tôt. Avant de rencontrer Atu, le groupe avait été attaqué par un géant dans les terres arides. Mais Pépé, l'un des porteurs de bâtons, a pu utiliser la magie de l'herbe pour localiser le géant et le faire tomber. Au lieu d'achever le géant, il se contente de monter dessus et commence à exiger des éloges pour sa magie. Comme prévu, le géant finit par se libérer et jette Pépé au sol. Mais juste au moment où il s'apprête à l'écraser, Tonukapoli intervient et utilise à la fois la magie de l'herbe et de la terre pour plaquer le géant contre un rocher. Elle assène ensuite une claque à Pépé et lui dit qu'il doit arrêter de se comporter comme un idiot, car en tant que seul jeune porteur de bâton, l'avenir de leur peuple dépendra un jour de ses actions. Pépé promet de faire de son mieux, mais il est clair qu'il ne comprend pas l'importance de son rôle. Si Dragontan continue d'être attaqué par des géants, il ne sera qu'une question de temps avant qu'il soit complètement détruit. Mais ils ignorent totalement ce qui pourrait en être la cause. Le seul indice dont ils disposent est la rumeur d'une calamité apparaissant dans les terres désolées. Tonukapoli déclare donc qu'elle a l'intention d'aller enquêter, et d'enseigner à Pépé quelques notions de responsabilité. Elle l'oblige à l'accompagner, mais regrette déjà cette décision, car un seul faux pas de sa part pourrait tous les faire tuer. Peu après, Pépé prend soudain la parole et demande à Takuto s'il veut être son ami. Tonukapoli panique, car s'adresser aussi directement et impudemment à un roi pourrait valoir une exécution. Elle s'empresse de s'excuser et tente de justifier l'impulsivité de Pépé, mais à sa grande surprise, Takuto semble sincèrement heureux de cette proposition d'amitié, et répond qu'il aimerait beaucoup s'entendre avec lui. Ensuite, un festin est organisé pour accueillir Pépé et le groupe de Tonukapoli. Une fois que tous sont installés, Maria et Karia leur servent un verre de jus de pomme. Tonukapoli en boit une gorgée et est stupéfaite, elle n'a jamais rien goûté d'aussi délicieux. Quant à la qualité des verres, elle surpasse largement celle des meilleurs artisans du continent. Pépé adore également le jus, et demande à Maria un autre verre. Avant même que son jus supplémentaire arrive, il saute de sa chaise et commence à complimenter Jia sur ses énormes muscles. Puis il va montrer sa magie à Moltar. Tout le monde le laisse faire, car Takuto semble l'apprécier. Takuto est impressionné par la sociabilité de Pépé, quelle que soit la situation, et il est heureux qu'ils soient devenus amis.
Mais il n'a jamais eu d'amis auparavant, donc il n'est pas vraiment sûr de ce que les amis sont censés faire. Pendant que Pépé se fait réprimander par Tonukapoli, Takuto attire son attention et lui propose de jouer à un jeu. La pièce devient silencieuse un instant, personne ne s'attendait à cette proposition, et Takuto commence à se sentir mal à l'aise. Mais Pépé accepte joyeusement. Les deux s'installent donc ensemble. Le premier jeu est une invention de Pépé, chacun prend une brindille d'herbe, puis il tire dessus pour voir laquelle casse en premier. Tonukapoli craint que Takuto ne se sente offensé par un jeu aussi simple, mais en réalité, il s'amuse beaucoup. Il continue à jouer un moment, et Pépé essaie plusieurs jeux inventés par Takuto. Il dit s'être bien amusé, et suggère même que Takuto pourrait les vendre à Dragontan. Tonukapoli l'interrompt aussitôt, car ce n'est pas à Pépé de prendre ce genre de décision. En réalité, Takuto est ravi que Pépé ait abordé le sujet du commerce, car il souhaite établir une relation commerciale avec Dragontan. Mais avant cela, il devra mettre de côté son amitié avec Pépé et agir strictement en tant que souverain. Une fois le repas terminé, Atu attire l'attention de Tonukapoli et lui demande pourquoi elle est venue dans ces terres en premier lieu. La question la met mal à l'aise, mais elle répond que son pays subit des attaques constantes de la part des barbares. Atu est un peu surprise que ce soit les barbares qui attaquent Dragontan, car ils évitent habituellement les grandes villes. Tonukapoli explique justement que c'est pour cette raison qu'elle est venue enquêter sur la cause de ce comportement inhabituel. Takuto lui demande alors si cela signifie qu'il manque de puissance militaire pour repousser efficacement les barbares. La pression de Tonukapoli monte légèrement, si Takuto découvre à quel point la situation à Dragontan est critique, Minogra pourrait décider de les envahir plutôt que de négocier. Elle ment donc, affirmant que Dragontan possède encore assez de force pour repousser les barbares, mais que la nature inhabituelle de leur mouvement nécessite d'être étudiée. Son argument parvient à convaincre tout le monde que Dragontan est encore capable de se défendre. Mais alors, Pépé ouvre la bouche et déclare être perplexe, car plus tôt Tonukapoli lui avait dit qu'ils étaient là parce que si on ne découvrait pas pourquoi les barbares attaquaient, Dragontan serait condamné. Atu commence à plaindre Tonukapoli, qui doit supporter Pépé en permanence. Mais elle et Takuto lui assurent qu'ils n'ont aucune mauvaise intention envers Dragontan, donc elle n'a rien à craindre. Pour l'instant, ils sont surtout concentrés sur leurs affaires intérieures, et n'ont aucun projet de guerre ou de conquête d'autres nations dans un avenir proche. Cependant, concernant la question des barbares, ils ne peuvent pas l'ignorer. Si Dragontan venait à tomber entre leurs mains, Minogra, en tant que royaume voisin le plus proche, serait probablement le prochain sur la liste. C'est donc aussi leur problème. Tonukapoli est stupéfaite et demande s'ils sont prêts à offrir leur aide, car franchement, avec les ressources qu'ils ont déjà trop étirées pour construire une ville près de la veine de dragon, celle-ci est vouée à tomber si rien n'est fait. Atu demande à Takuto ce qu'il pense qu'il devrait faire. Il répond qu'il veut aider son ami, et qu'il est prêt à fournir toute l'aide nécessaire. Tonukapoli est ravi d'entendre cela, mais elle demande ce qu'il veut en retour, car grâce à la grande gueule de Pépé, ils savent déjà que Dragontan est en très mauvaise posture. Atu répond tranquillement qu'ils veulent la veine de dragon. Tonukapoli espérait vraiment qu'il n'aborderait pas ce sujet. Mais dans la situation actuelle, elle n'est pas en position de refuser. Atu lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car elle et Takuto sont tout à fait prêts à partager le contrôle de la veine de dragon avec Dragontan. Après tout, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de mana pour le moment. Mais ils souhaitent conserver le droit exclusif de choisir la conversion élémentaire issue de la veine de dragon. Tonukapoli est encore plus choqué d'apprendre que Minogra possède déjà la technologie nécessaire pour transformer le mana pur en énergie élémentaire, une technologie qui aurait pris à Dragontan encore 10 ans à parfaire. Il devient clair pour elle que Minogra est une civilisation bien plus avancée que la leur. Former une alliance avec eux serait donc extrêmement bénéfique. Mais conformément à la tradition, elle dit à Pépé que c'est à lui de décider. Il peut être un idiot, mais il est le plus jeune porteur de bâton, et donc, par extension, le futur dirigeant de la nation. Il a aussi un excellent jugement sur les gens. Elle lui demande donc s'il souhaite conclure cette alliance. Pépé répond qu'il veut être ami avec tout le monde à Minogra. Les deux royaumes officialisent donc une alliance. Peu de temps après, Atu convoque une réunion pour discuter des termes de leur accord avec Dragontan. Minogra accepte d'envoyer des biens de consommation à leur ville, en échange desquels Dragontan leur fournira des produits métalliques et des articles de première nécessité. Moltar est satisfait de cet accord, car jusqu'à présent, il dépendait entièrement de Takuto pour ses ressources. Mais leur plus grand gain est sans aucun doute l'accès à la veine de dragon. Et ils ont Pépé à remercier pour la tournure favorable des événements. S'ils n'avaient pas révélé l'état réel de Dragontan, Tonukapoli aurait maintenu une fausse assurance, et leur relation internationale n'aurait probablement pas progressé. Par conséquent, Dragontan aurait été détruit bien avant que Minogra puisse apporter une quelconque aide. Takuto commence alors à se demander si Pépé est vraiment un idiot, ou s'il a peut-être tout planifié pour obtenir le meilleur résultat possible. Ensuite, Atu suggère qu'il devrait discuter de la manière de gérer les relations avec Dragontan à l'avenir. Mais Maria et Karia semblent un peu perdus. Elle demande alors si quelqu'un sait vraiment quel genre de nation est Dragontan.
Tous étaient tellement concentrés sur les négociations qu'ils ont oublié qu'aucun d'eux n'était jamais allé dans ce pays auparavant. Or, une grande partie des relations internationales consiste à comprendre la culture et les valeurs de ses alliés. Quand Takuto jouait au jeu autrefois, il lui suffisait de cliquer sur un bouton pour établir des relations amicales. L'idée ne lui était jamais venue qu'il devrait maintenant travailler activement à maintenir cette alliance. Étant donné leur méconnaissance de Dragontan, Atu suggère que leur première étape devrait être d'enquêter sur la capitale, Croissant de Lune, située assez loin de Minogra. Une telle enquête prendrait donc du temps. Takuto dit qu'ils peuvent remettre cela à plus tard, car leur priorité devrait être d'aider Dragontan à repousser les géants. Cependant, Moltar souligne qu'une visite à une autre nation ne peut pas se faire à l'improviste, il existe des règles à respecter. Maria et Karia lèvent la main pour demander s'il serait acceptable d'y aller simplement pour s'amuser. Aussi enfantin que cela puisse paraître, c'est en réalité une excellente idée, s'ils présentent cela comme une visite de courtoisie avant l'envoi d'une délégation officielle, ils pourront partir immédiatement. Moltar propose d'y aller, mais Takuto pense qu'il est trop haut placé pour être envoyé comme messager. Aux yeux de l'autre nation, Moltar serait essentiellement le chancelier de la magie le plus haut gradé de Minogra, donc il est exclu. Il en va de même pour Jia et Emle, dont les postes sont tout aussi importants. Ils ont besoin de quelqu'un en qui Takuto a confiance, mais qui n'occupe pas un poste trop élevé. C'est alors que Maria et Karia lèvent la main pour se porter volontaires. Takuto rejette aussitôt l'idée, car il craint que ce soit dangereux. Atu propose alors d'y aller à leur place, mais Moltar lui rappelle qu'elle est la confidente la plus proche de Takuto, et donc, à part Takuto lui-même, la personne la plus importante ici. À cet instant, Maria et Karia s'approchent de Takuto et lui rappellent qu'il leur a donné la liberté de faire leur propre choix. Elles souhaitent donc faire tout leur possible pour l'aider, même si cela comporte un danger. Takuto hésite à accepter de les envoyer en mission, mais il est incapable de refuser face à leur regard. Il finit donc par accepter, et Atu est jalouse que Takuto ait cédé à la mignonnerie de quelqu'un d'autre qu'elle. Emle a encore quelques inquiétudes à propos de les envoyer seuls, mais Takuto dit que tout ira bien, car il a déjà quelques bons gardes du corps en tête. Ensuite, il retourne dans sa salle du trône, où Atu fait la moue parce que Takuto a accepté la requête de Maria et Karia. Il ne sait pas quoi faire. Il se tourne vers Maria pour obtenir de l'aide, et elle lui conseille de dire simplement à Atu ce qu'il ressent. Il décide donc d'essayer. Il s'approche d'Atu, s'excuse de l'avoir mise mal à l'aise, et lui dit qu'elle n'a pas à craindre d'être remplacée. Il est extrêmement reconnaissant pour tout ce qu'elle fait pour lui, et pour le fait qu'elle soit toujours à ses côtés. Il lui dit qu'il n'y a personne d'autre avec qui il préférerait être. C'est tout ce dont Atu avait besoin pour se sentir rassuré. En fait, elle imagine déjà une vie conjugale heureuse avec Takuto. Lui ne sait pas exactement à quoi elle pense, mais il est content qu'elle ne soit plus en colère contre lui. Un peu plus tard, Takuto emmène Maria, Karia et Atu à la clinique, mais elles ne comprennent pas pourquoi il les a amenées ici, car aucune d'entre elles n'est malade. Takuto explique que la clinique était bon marché à construire, donc il l'a faite sur un coup de tête. Mais puisque Maria et Karia vont partir en mission, il a pensé qu'il pouvait tout aussi bien envoyer avec elle les nouveaux médecins de peste qu'il a créés en tant que garde du corps. Lorsque Takuto ouvre la porte de la clinique, ces hommes en uniforme l'accueillent de manière à la fois respectueuse et énergique, honorés par sa présence. Sans perdre de temps, les trois s'agenouillent devant lui pour se mettre à sa disposition, une scène qui laisse Karia et Maria stupéfaites. De son côté, Atu, en observant cela, les approuve comme subordonnés du roi Takuto. Il explique qu'il les a créés en prévision du pire, mais qu'il les a gardés inactifs jusqu'à présent, ce qui les rend désormais parfaits pour la mission qui les attend. Atu approuve cette décision, car leurs compétences en font d'excellents gardes. C'est alors que Karia leur demande qui ils sont, et Takuto leur explique qu'il s'agit de médecins, qui soignent évidemment les blessures et les maladies, mais savent aussi se battre et ont pour mission de les protéger. Il leur ordonne ensuite de prêter attention à ces paroles suivantes, et leur confie la responsabilité de protéger ces deux jeunes filles durant leur voyage vers Dragontan. En plus de cela, ils devront observer la civilisation et l'état de ces terres. Chacun montre son enthousiasme face à cette tâche, car elle implique des comportements très humains, et le bruit qu'ils produisent laisse les jumelles un peu étourdies. Sans aucune hésitation, ils acceptent cette mission, étant donné qu'ils sont des modèles exemplaires d'humains. Maria se laisse charmer par leur personnalité. Takuto, quant à lui, considère que c'est là une occasion de faire quelque chose digne d'un roi. C'est pourquoi il annonce au médecin qu'il leur accordera une récompense, même si c'est prématuré, pour avoir protégé les filles et suivi ses ordres. Ce qu'il prévoit, c'est de leur donner des prénoms humains. En les désignant un par un, il les nomme Ichiro, Jiro et Saburo, en précisant que c'est une obligation pour eux d'y répondre. Après cela, Takuto pense que dans ce monde, les unités ont une personnalité, contrairement au jeu, et qu'elles sont obsédées par les humains. Ainsi, en reconnaissant leur individualité, ils pourraient en tirer de bons résultats. Soudain, ils commencent à s'adresser entre eux en utilisant leurs nouveaux noms, démontrant ainsi une grande loyauté envers leur roi. Maria se joint également à ce vacarme qu'il provoque. Voyant cela,
Takuto se demande s'il n'est pas allé trop loin, et Atu pense que c'est peut-être le cas. C'est pourquoi il demande à Karia son avis, voulant savoir si elle va bien. Elle répond par l'affirmative, affirmant qu'elle travaillera dur, sans toutefois réussir à cacher complètement son inquiétude concernant cette mission. Dans une autre scène, nous retrouvons la mère de Dragontan, une elfe. Dans son bureau, elle ne cesse de se plaindre de la lourdeur de son travail. Elle crie presque, car elle pensait vivre libre, loin des elfes orgueilleux, et espérait tomber amoureuse d'un bel homme pour fonder une famille heureuse. Tout en se plaignant amèrement de cette injustice, elle prend une bonne gorgée d'alcool. Changeant de sujet, elle s'interroge sur la manière de coopérer avec les ténèbres pour protéger la ville, n'ayant jamais entendu parler de Minogra. À ce moment-là, une employée entre dans son bureau pour lui annoncer quelque chose. Dès qu'elle prend conscience de son attitude déplorable, elle s'essuie les yeux pour se montrer aimable et belle. Après cela, la jeune femme l'informe qu'elles ont des visiteurs qui souhaitent la voir, bien qu'il n'ait pas de rendez-vous. À peine entend-elle cela que la mère lui ordonne de les faire partir, affirmant que son temps vaut plus que de l'or et que quiconque ose l'interrompre mérite la mort. La jeune femme précise alors qu'ils se présentent comme des émissaires de Minogra, ce qui fait réprimander la mère pour ne pas l'avoir dit plus tôt. Après tout, ils sont désormais une priorité absolue. Une fois que les jumelles sont assises dans son bureau, elle les accueille de façon amicale, se présentant comme Antlise, la mère. Ensuite, elle observe attentivement les médecins, intrigués par l'aura sombre qu'ils dégagent. Les jumelles se présentent à leur tour, et Antlise les complimente pour leur politesse, mais en son fort intérieur, elle sait qu'elles sont des elfes des ténèbres. En effet, elle a appris que Minogra a adopté des elfes comme citoyens, et elle est donc curieuse de découvrir qui elles sont. De plus, elle n'a pas oublié qu'elle doit se méfier des 3 individus qui les accompagnent, car elle a entendu jadis des récits sur des elfes noirs assassins. Un autre point qui l'inquiète est qu'on envoie des enfants comme émissaires, ce qui lui fait penser qu'ils cachent quelque chose. En y réfléchissant bien, elle se souvient du nom de famille Elfur que les deux viennent de mentionner, car Tonukapoli lui avait parlé d'elles, les jumelles que le roi de Minogra élève pour en faire les futures dirigeantes. À cette pensée, elle ne peut s'empêcher d'être stupéfaite. Désormais consciente qu'elles sont des personnes très importantes de ce pays, et qu'une erreur de sa part pourrait avoir de graves conséquences, elle tente de garder son calme et leur demande ce qui les amène dans sa ville. Comme Karia ne sait pas bien quoi répondre, Jiro demande la permission de parler, ce qu'elle accepte. Grâce à cela, Jiro explique qu'ils sont venus en visite suite à l'invitation de Pépé, le détenteur du bâton, et pour étudier et en apprendre davantage sur le mode de vie de ce pays. On pourrait donc considérer cela comme le premier pas d'un avenir prometteur, et cette visite comme un salut initial. De plus, ces jumelles sont encore en apprentissage, elles préfèrent donc éviter les conversations officielles. En entendant cela, Antlise se détend beaucoup, et pour confirmer, elle leur demande s'ils ne sont pas venus négocier des accords. Jiro répond que c'est exact, et qu'ils peuvent les voir comme de simples touristes, ce que Karia approuve. Antlise se sent soulagée que ce soit une rencontre informelle, bien qu'elle sache devoir faire attention pour ne pas offenser ces jeunes filles. C'est pourquoi elle propose de leur faire visiter la ville, car elle en connaît le moindre recoin. Elle pense que sa priorité est de leur offrir une bonne première impression, essentielle pour d'éventuelles négociations futures, tout en étant secrètement ravie de pouvoir s'éloigner de son travail. Peu de temps après, elle les emmène au marché pour qu'elles observent les environs, mais ne tarde pas à montrer un intérêt particulier pour le désir de boire, et l'on peut voir que Maria porte son attention sur sa poitrine. Takuto observe la scène de loin grâce à un système qui lui permet de les espionner, satisfait que tout se déroule bien. Mais, distrait, Tog le réprimande pour avoir négligé la paperasse qu'il doit traiter. Lorsque le soir tombe, Antlise prend congé des filles après avoir terminé la visite. Ensuite, elle s'assoit dans un lieu privé pour discuter de ce qu'elles ont appris ce jour-là. Karia demande à Maria ce qu'elle a pensé de cette journée, et celle-ci commence à lui décrire les préoccupations et les pensées des habitants de cet endroit. Certains se plaignaient de ne rien avoir à manger, d'autres craignaient les ennemis extérieurs, et se demandaient aussi ce qu'il en était. Les médecins montrent de l'intérêt pour ces révélations, alors Karia leur explique que sa sœur est capable de percevoir ce que ressentent les autres. À peine ils l'entendent, que les 3 louent aussitôt ce pouvoir, et Jiro suppose que c'est pour cette raison que Maria lui a demandé d'acheter quelque chose pendant leur promenade en ville cet après-midi-là. En ouvrant le sac, Maria découvre une sorte d'herbe, que Karia reconnaît comme étant de l'herbe popile, déjà avec des fruits. Il s'agit d'une plante provoquant des états d'euphorie et d'hallucination intenses, dont l'usage, la possession et la culture sont interdits dans presque tout le monde. Dès que Jiro comprend de quoi il s'agit, il ordonne à Maria de la jeter immédiatement, ce qu'elle fait sans protester. Karia ajoute que, bien qu'elle soit sauvage, elle est bien entretenue et sans insectes, ce qui signifie qu'elle a probablement été cultivée par quelqu'un. Jiro critique le fait qu'une telle plante circule sur les marchés de Dragontan, tandis que Karia déplore que cela se produise alors qu'Antlise travaille si dur. Avec sérieux, il suppose qu'ils doivent désormais redoubler de vigilance, et Jiro leur demande de bien protéger les 2 jeunes filles, les 3 étant d'accord sur la priorité absolue. Le lendemain,
ils visitent la mine des veines de dragon, et les filles sont surprises de voir des cristaux au sol. On leur explique que la mine a été camouflée par la terre, mais qu'ils n'ont pas pu la cacher complètement. En observant ce qui s'étend devant elles, Karia se souvient des paroles que sa mère leur avait dites à toutes les deux, que le monde est rempli de choses et d'endroits magnifiques qu'elles ne connaissent pas encore. Puisque cet endroit en est justement un exemple, Maria prend sa main pour profiter pleinement de ce moment avec elle. Soudain, un homme inconnu intervient, leur disant que l'herbe popile pousse très bien ici, et s'excuse d'avoir élevé la voix de manière soudaine, conscient qu'elles sont les émissaires de Minogra. Il ajoute qu'il tient un commerce dans la ville, se présentant comme Vesta Cruquelin. Karia lui demande ce qu'il souhaite discuter, et il répond que, en tant que marchand, son intention est de négocier avec eux. Il a appris qu'ils allaient contrôler cette zone conjointement avec la nation, et souhaite donc leur faire une proposition. Voudraient-elles cultiver ensemble de l'herbe popile? Face à cela, Karia lui demande en quoi cela profiterait à Minogra, et ce qu'elle pourrait dire à leur roi. Vesta leur indique que l'herbe popile se vend à un prix élevé, et que Minogra recevrait une part des bénéfices, étant prêt à faire plusieurs offres supplémentaires. Mais quand Karia cherche à en savoir plus, il lui répond qu'il vaut mieux ne pas en parler ici, et les invite donc à venir à cet endroit après le coucher du soleil, avant de leur remettre un parchemin. Ensuite, il ajoute qu'il est heureux de faire des affaires avec des personnes ayant une tendance au mal, car la mère est si inflexible qu'elle complique tout. Plus tard, les jumelles se réunissent à nouveau avec Antlise, à qui elles assurent avoir été très bien traitées depuis leur arrivée. Karia va même jusqu'à dire que, bien qu'elles ne soient pas importantes, elles sont disponibles pour toute difficulté. Antlise les remercie pour ces paroles, et se contente de leur demander de parler d'elle favorablement lorsqu'elles reverront le roi de Minogra. À cet instant, Vesta fait irruption dans la pièce avec plusieurs de ses hommes, et avant qu'on lui demande qui lui a donné la permission d'entrer, il déclare que son personnel lui a accordé l'accès. Il demande ensuite aux jumelles quelles décisions elles ont prises concernant la proposition qu'il leur a faite. Karia révèle qu'il s'agit de la proposition de cultiver ensemble de l'herbe popile, et Vesta suppose que, puisqu'elles ne sont pas venues le voir, il est venu pour avoir une réponse en personne. Antlise se demande alors si ces jeunes filles ont conclu un accord avec Vesta derrière son dos. Convaincu que si la ténèbre s'alliait avec Vesta, la ville serait perdue. Mais Karia lui demande ce qui ne va pas en la voyant inquiète, puis dit à Vesta qu'il est impossible de travailler avec quelqu'un comme lui, et qu'elles espéraient qu'il le comprenne en ne se rendant pas au rendez-vous. Sans plus lui prêter attention, Antlise demande à Karia si c'est un problème qu'il s'occupe de ses hommes, car s'ils ne se comportent pas bien et provoquent un conflit, elle ne pourra plus regarder son roi en face. Comprenant bien ses intentions, Antlise répond qu'elle ne doit pas s'inquiéter, leur donnant la permission de s'occuper d'eux comme bon leur semble, tout en les accusant de ruiner sa ville. Les médecins se placent alors devant Vesta et ses hommes, mais soudain, celui-ci sort une seringue étrange. Karia suppose qu'il s'agit d'un concentré d'extrait d'herbe popile, pouvant rendre accro à vie après une seule injection. Sachant cela, elle demande à Vesta s'il mesure bien ses actes, car poser la main sur elle signifie devenir un ennemi de Minogra, ce qui serait extrêmement stupide. Même si ce ne sont que des jeunes filles sans défense, le roi Takuto, qui leur a confié cette mission, est un monarque remarquable. Mais Vesta affirme qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car une seule injection suffirait à les rendre obéissantes. Ensuite, le pervers Takuto ne pourrait plus ouvrir la bouche et ferait ce qu'il dirait aussi. Sans autre commentaire, il donne la seringue à l'un de ses hommes, certain qu'ils accompliront la tâche. Mais après quelques pas, une arme est tirée devant eux et se plante dans le mur. En se retournant, Vesta est complètement choquée. De son côté, Takuto reste calme dans son bureau, heureux de constater que l'unité des médecins s'avère si utile dans ce monde. Comme Emle est présente, elle lui demande pourquoi il a envoyé des médecins comme garde, alors que des guerriers étaient disponibles. Atu explique que les médecins adorent les humains et les semi-humains. Grâce à cela, ce sont des unités aux compétences très particulières, à la fois capables de guérir et de tuer des humains. Bien qu'ils les adorent, ils n'ont pas pu devenir humains eux-mêmes, c'est pourquoi existent les mangeurs de cerveau. En entendant cela, Emle est un peu troublé. Revenant à la scène intérieure, Vesta observe ces hommes en morceaux au sol, tandis que les médecins révèlent enfin leur véritable apparence. Entre eux, ils commencent à parler de la possibilité de leur arracher la peau et de la porter, pour être plus proche d'être de vrais humains. Cette scène trouble profondément Antlise, et voyant son état, Maria la console avec innocence. À l'opposé de cette douceur, Karia ordonne aux mangeurs de cerveau de mettre fin à Vesta une fois pour toutes. Avant que cela n'arrive, Vesta leur demande s'ils ne sont pas maléfiques comme lui, mais Karia rétorque qu'il ne doit surtout pas les comparer, car il a insulté leur roi, ce qui est impardonnable. Elle n'éprouvera aucune pitié envers les ennemis de Minogra, ni envers ceux qui font du mal à sa sœur, ni envers ceux qui offensent son roi. Takuto a dit que les personnes mauvaises sont libres de faire ce qu'elles veulent, et c'est grâce à cette liberté, ainsi qu'à l'approbation de son roi, qu'elle ordonne aux trois de l'éliminer. Sans perdre une seconde, les médecins attaquent, et après avoir achevé Vesta, laissant les lieux un peu éclaboussés de rouge, ils demandent aux jumelles ce qu'elles pensent de leur nouvel aspect, désormais vêtues de peaux humaines. Maria leur dit qu'ils ressemblent à des humains,
tandis que Karia s'excuse auprès d'Antlize pour avoir sali la pièce, n'ayant pas prévu qu'il s'emporterait autant. Antlize, avec 5 nouveaux traumatismes, affirme qu'il n'y a aucun problème. Cependant, elle réfléchit profondément au fait que cette jeune fille ne montre aucune émotion face à ce carnage, et, incapable de se retenir, elle urine sur elle-même. Les médecins, remarquant cela, décident qu'ils doivent faire preuve d'empathie humaine, et décident donc de faire de même, afin qu'elle ne se sente pas seule dans l'embarras. Maria se joint à ce spectacle, mais Karia leur ordonne d'arrêter, et d'un coup de pied ferme, elle les frappe tous les 3, tandis qu'ils continuent leur vacarme. Elle laisse alors échapper un soupir de résignation, puis se met à rire de cette folie, cette fois un peu plus calmée. Plus tard, Atou réprimande sévèrement Takuto pour avoir donné tant de liberté aux jumelles. Elle se rend maintenant compte qu'elle l'espionnait, puisqu'il n'a pas travaillé sur ses devoirs en les observant toutes deux grâce à leur perception partagée. Elles ont même eu suffisamment de temps pour les prévenir par télépathie. Takuto explique qu'il ne voulait pas être trop dur avec elle et qu'elle pouvait se tromper, en plus d'être à un âge très influençable. Mais Atou s'énerve encore plus et lui demande s'ils se considèrent comme leur père. Ensuite, elle demande aux jumelles à quoi elles pensaient et si elles comptaient cacher cela avec le roi. Karia et Maria dissimulent aussitôt les vêtements ensanglantés, mais Atou leur dit qu'il est déjà trop tard pour ça. Finalement, elle se tourne vers les médecins, ayant appris qu'ils avaient écorché une personne devant la mère de Dragontan. Mais ces 3-là ne font que se réjouir d'être un pas plus près de devenir humains, ce qui la pousse à les faire taire avec colère. De son côté, Takuto mentionne que les dévoreurs de cerveau sont sans doute une mauvaise influence, mais Atou lui fait remarquer que ce sont les jumelles qui leur ont donné l'ordre. Elle rappelle aussi qu'elle les avait envoyés en les avertissant de se comporter de manière civique, mais le résultat est catastrophique. C'est pourquoi, personne ne bougera d'ici tant qu'ils n'auront pas rédigé une réflexion, ce que les 6 acceptent sans protester. Plus tard, les elfes noirs et les autres se rendent dans la salle de réunion pour discuter de ce qu'ils feront à propos de Dragontan. À ce moment-là, Takuto offre un petit bonbon à Karia et à Maria, mais en les voyant si heureux, Atou les réprimande à nouveau, doutant qu'ils regrettent réellement ce qui s'est passé. Les elfes noirs lui suggèrent de se calmer et ajoutent qu'ils ont manqué d'enseigner correctement aux jumelles, ce qui détend un peu Atou et permet de lancer la réunion. Une fois tout en place, Moltar demande aux jumelles si l'enquête qu'elles ont menée correspond exactement au rapport, ce à quoi elles répondent que oui, et comme le roi l'a déjà vérifié, il ne devrait pas contenir d'erreur. Après les avoir écoutées, les elfes noirs analysent le rapport et comprennent que la ville est un peu instable, car elle n'a pas les ressources pour maintenir l'ordre et que les crimes augmentent. Cela signifie qu'il y aura tôt ou tard des émeutes, en plus d'être attaqués par des barbares étrangers. Un autre point à prendre en compte est qu'ils affrontent des gobelins, des orques et parfois des géants des collines. Jia fait remarquer que les gobelins et les orques ne poseront pas de problème, mais qu'il est inévitable de perdre des gens face aux géants des collines. Moltar ajoute que les monstres apparaissent soudainement en groupe près de la ville et que leur nombre augmente chaque jour. Atou demande alors comment ils apparaissent de nulle part, et Moltar lui explique que cela est sûrement dû au fait qu'ils ne peuvent plus détecter leurs ennemis. Les sens aiguisés des hommes bêtes leur permettaient autrefois de sentir la présence d'ennemis, mais ils semblent épuisés. Bref, s'ils ne font rien, Dragontan tombera tôt ou tard, et il faudrait donc envoyer des renforts au plus vite. M le soutient l'idée, mais pense qu'ils ne devraient pas diviser leurs forces, car envoyer les leurs pour aider à défendre serait un fardeau pour la construction et l'agriculture de Minogra. Pendant qu'ils y réfléchissent, Atou leur annonce qu'elle participera à l'opération et souhaite qu'ils en tiennent compte. Moltar comprend pourquoi elle ferait cela, après tout, elle est capable de voler des compétences. Atou pense que même si ces barbares sont faibles, il est possible qu'ils possèdent des capacités utiles à voler, ce que Takuto considère comme une excellente idée. Jia propose alors qu'ils aient besoin d'accompagnateurs et accepte de se charger de ce problème. Atou dit qu'il pourrait s'occuper des négociations et de la coordination, mais qu'il faudra davantage d'hommes. Moltar répond qu'il amènera ses apprentis, capables au moins de tuer des gobelins avec leur magie. Comme elle reste inquiète pour les défenses du royaume, Takuto leur annonce que l'héroïne Isla sera la base de la protection de Minogra, car sa création est presque terminée. Les elfes noirs estiment qu'elle arrivera juste à temps, car il avait prévu que ce problème avec Dragontan surviendrait, et il le félicite pour sa clairvoyance. Takuto joue le jeu sans rien dire, car même si c'est vrai qu'il a fini à temps, ce n'était en réalité qu'une coïncidence, mais il sait qu'il faut parfois feindre d'avoir tout prévu. Il se dit aussi qu'il a bien fait d'inclure les elfes noirs dans les réunions, contrairement à avant où il devait tout penser seul. Désormais, en gérant une véritable civilisation, leurs apports seront essentiels. Sans plus attendre, il leur dit que les plans lui semblent parfaits et les félicite pour leurs efforts, ce qu'ils accueillent avec fierté. Ainsi, Takuto comprend que dire quelques mots peut renforcer leur motivation et qu'à l'inverse du jeu, un leader doit révéler le potentiel de son peuple, ce qui est difficile mais gratifiant. Un peu plus tard, tout le monde se réunit devant l'hôtel. Ataga est très excité car ce jour est enfin arrivé. Takuto explique qu'ils ont dû rationner les ressources pour obtenir ce dont ils avaient besoin, mais que tout va maintenant porter ses fruits. On lui demande alors quelle sera cette héroïne qu'il va invoquer, ce à quoi il répond que ce sera une surprise. Ensuite,
il demande par télépathie à Atou ce qu'elle pense de ce qu'il adviendra d'Isla. Elle lui répond qu'Isla est la première héroïne invoquée depuis leur arrivée, donc elle ne sait pas ce qui peut arriver, mais si jamais elle tente de se rebeller, elle donnera sa vie pour le protéger. Takuto lui dit que s'il est arrivé jusqu'ici, c'est grâce à elle, mais que s'il la perd, il ne pourra jamais la réinvoquer, et qu'il ne veut donc pas qu'elle se sacrifie sous aucun prétexte. Puis il utilise sa magie pour accomplir l'invocation. En quelques secondes, la sphère d'énergie noire qui apparaît absorbe toutes les ressources de l'hôtel. Après s'être transformée en chrysalide, elle commence peu à peu à se briser, laissant finalement apparaître l'héroïne Isla, qui pousse un cri soudain dans l'air, montrant sa grande taille comparée aux autres. Une fois l'invocation terminée, Isla s'adresse à Takuto comme à son grand et puissant roi, considérant un honneur de le voir en ce lieu. Elle se présente ensuite comme Isla, reine des insectes, ce qui montre que grâce à sa création toutes les unités insectes ont gagné 2 points de force supplémentaires. Takuto lui demande si elle sait qui il est, et lorsqu'Isla l'observe plus attentivement, elle se réjouit de le reconnaître et prononce son nom, Takuto Ira, montrant ainsi qu'elle se souvient encore de lui. Soudain, Atou s'interpose entre eux et lui demande si elle peut jurer de ne servir que son roi. Au lieu de répondre, Isla se réjouit en voyant sa petite Atou, caresse sa tête et la trouve adorable. Atou lui demande de répondre malgré sa gêne, et Isla accepte sans difficulté de servir Takuto, car son corps se souvient encore des jours passés avec lui. Après tout, il fut le seul à pouvoir révéler tout son pouvoir. Elle ajoute même que Atou a toujours été sa préférée, ce qui est exactement ce qu'elle voulait entendre, mais la rend encore plus embarrassée. Changement de sujet, Isla demande à Takuto de lui expliquer la situation actuelle, ce qu'il accepte de faire au palais. On peut y voir Atou un peu troublé par tant d'attention. Déjà au palais, Isla est informé de tous les détails et comprend bien la situation dans laquelle il se trouve. Takuto lui indique aussi qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ignore, mais qu'il est arrivé jusqu'ici grâce à Atou, ce qui rend cette dernière très heureuse. Il ajoute même qu'il a pu accomplir tout cela uniquement parce qu'il l'avait à ses côtés, et que s'il avait été seul, il se serait donné la mort. Atou s'approche alors de lui, ému, créant un moment tendre et intime qu'Isla juge un peu déplacé. Revenant au sujet principal, elle leur dit qu'elle comprend la stratégie qu'ils ont élaborée et accepte donc de protéger cette nation pacifique sur ces terres inconnues. Et puisque son rôle est celui de l'héroïne de défense, elle suppose que l'héroïne d'attaque sera celle qui détruira les barbares à Dragontan. Atou devient soudain un peu triste, car même si elle sait que partir est la meilleure décision, elle va beaucoup regretter l'absence de Takuto. Celui-ci lui dit aussi qu'elle va lui manquer, mais qu'il n'y a pas d'autre choix, puisqu'elle est la seule capable de mener à bien cette mission. Cela l'inquiète davantage, car sans lui à ses côtés, elle craint de ne pas pouvoir bien communiquer avec les elfes noirs. Elle lui rappelle qu'ils sont ensemble depuis leur arrivée dans ce monde, et qu'ils vont maintenant être séparés, avant de l'étreindre avec douleur. Une fois encore, Isla pense qu'elle ne devrait pas assister à cette scène, tant ils se montrent collants l'un envers l'autre. Plus tard, Atou se réunit avec sa force d'attaque à la sortie du royaume et fait ses adieux avec difficulté à Takuto et aux autres. Après son départ, Isla annonce qu'il est temps de se mettre au travail, motivé à faire en sorte que Takuto apprécie ce nouveau jeu. Quand tous deux retournent au palais, elle remarque que Takuto est très somnole, constatant qu'il n'est vraiment pas capable de tout gérer seul. À ce moment-là, Maria et Karia apparaissent et expliquent à Isla que le roi dort toujours jusqu'à midi, et que les jours où il ne se réveille pas à cette heure-là, Atou ou elles viennent le réveiller. Comme Takuto se plaint un peu d'être forcé à se lever, Isla lui rappelle qu'il est le roi de la ruine et le dirigeant de Minogra, et qu'à partir de maintenant il doit se lever le matin. Takuto accepte d'essayer, tandis que Karia fait remarquer à Isla qu'elle est très différente de Atou, car Atou laisse toujours le roi faire ce qu'il veut. Isla confirme qu'elle a raison et demande ensuite à Takuto de lui prêter les jumelles un moment. Takuto accepte sans problème, mais lui demande la raison. Isla explique qu'elle ne connaît pas encore tout de Minogra et aimerait que les jumelles lui fassent visiter. Takuto réfléchit à la demande, car son intention est de tout voir en personne plutôt que sur une carte, estimant que cela lui permettra de bien connaître les défenses du royaume. Trouvant cela bénéfique, il accepte sa requête sans hésitation et convainc aussi les filles. Isla se réjouit de leur gentillesse. Elle informe Takuto que bientôt ses conseillers viendront lui demander son approbation, et souhaite qu'il soit responsable. À peine Emle arrive-t-elle dans la salle qu'Isla prend congé avec les jumelles. Emle explique à Takuto qu'elle est venue pour lui présenter et faire approuver le nouveau partage des tâches. Takuto est inquiet car c'est la première fois qu'il se retrouve seul à discuter avec quelqu'un d'autre qu'Atou. Comme il reste silencieux, elle lui demande s'il a un problème avec la proposition. Nerveusement, il répond que non, que tout est parfait, mais qu'à partir de la semaine prochaine il faudra réduire le personnel de collecte et le répartir sur d'autres tâches. Emle lui fait savoir qu'après avoir terminé la création de l'héroïne, ils ajustent déjà leur récolte, et acceptent de suivre ses ordres. Takuto se sent épuisé de devoir socialiser ainsi, et son moral baisse encore quand le guide vient lui demander une autre approbation. Malgré tout, il reste ferme, déterminé à accomplir son devoir. De son côté, Isla demande aux jumelles de lui parler des installations.
Karia lui montre le bureau du gouvernement où les gens déposent leurs documents et où s'écrivent les rapports. Soudain, M le passe en courant devant elle. Isla lui demande si elle va bien. M le lui explique que Jia a encore cassé l'équipement d'entraînement et qu'elle est sur le point de lui retirer son budget, car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Isla se contente de lui caresser la tête pour la calmer et accepte de réprimander plus tard le chef des guerriers, ce qui remonte rapidement le moral d'Emle. Après l'avoir remercié, celle-ci lui demande conseil pour le prochain bâtiment, ce qu'Isla accepte sans problème. Un peu plus tard, Isla observe les elfes noirs dans la zone d'entraînement, avec les jumelles concentrées elles aussi. Soudain, Jia surgit pour leur reprocher leur mollesse, détruisant avec précision les épées de bois de tous les présents. Puis il leur demande s'ils pensent pouvoir protéger le roi avec un niveau aussi bas. Avant qu'il ne continue, Isla l'interrompt pour lui conseiller de mieux prendre soin de son équipement. Jia, un peu intimidé, s'excuse et explique que c'est parce qu'il s'emporte trop facilement. Isla lui caresse la tête et lui dit que perdre de vue qui il est prouve qu'il reste encore un enfant, et que s'il veut protéger le roi, il doit agir avec sérénité. Jia lui demande de ne pas faire cela, car son autorité va en pâtir, mais il reste malgré tout immobile et se laisse caresser. Quelques instants plus tard, ils entendent du bruit et les jumelles disent à Isla que c'est l'heure du dîner. En arrivant à l'endroit prévu, elles expliquent qu'ils partagent tous la nourriture, afin d'éviter le gaspillage. On indique à Isla l'assiette qu'elle doit utiliser, mais elle préfère manger avec eux, voulant partager la vision et les sentiments du peuple. Pendant ce temps, Maria chuchote quelque chose à Karia et toutes deux s'éclipsent. Quand Isla se demande où elles sont passées, elles reviennent avec des assiettes en cadeau. Sur ces assiettes est gravée son image, ce qui la touche beaucoup, et elle les câline toutes les deux. Karia est ravie, car enfin Isla leur caresse la tête, chose qu'elle désirait en secret, jalouse des autres. Isla promet de chérir ses cadeaux pour toujours, créant un beau moment entre eux. Plus tard dans la soirée, Isla effectue une ronde et pense que s'il cultive des roseaux vivants près de la frontière, cela servira de défense contre les intrus. C'est alors qu'elle entend des pleurer, en regardant par une fenêtre, elle découvre les deux sœurs tristes. Karia explique qu'elle est éveillée parce qu'elle n'arrive pas à dormir, tandis que Maria est réveillée car elle l'a entendu pleurer. Isla leur demande doucement si elles peuvent lui confier la raison. Elles lui disent que c'est à cause de leurs rêves, où elle revoit les moments heureux passés avec leur mère. Karia dit qu'elles doivent aller de l'avant, mais ses rêves sont si réconfortants que, lorsqu'elle se réveille, elle se rappelle que cela ne reviendra jamais, ce qui leur fait très mal. Ainsi, quand l'une pleure à cause d'un rêve, l'autre reste éveillée pour la réconforter. Elles ajoutent cependant que cela arrive moins souvent qu'avant, et que cette nuit est la première depuis longtemps. Comprenant bien leur douleur, Isla leur propose une idée, désormais, elle dormira avec elles, afin qu'elle l'ait à leur côté lorsqu'elles se réveilleront. Les jumelles sont surprises par cette proposition soudaine, mais en étant serrées dans ses bras, elles ressentent une chaleur réconfortante, semblable à celle d'autrefois. Bien plus à l'aise, elles s'endorment paisiblement, blotties contre Isla. Le lendemain, Isla dit à Takuto qu'après en avoir discuté avec Emle, elle recommande que le prochain bâtiment soit l'institut d'enseignement. Il accepte, trouvant que c'est une bonne idée, et que les joncs seront cultivés après cela. Isla souligne que la forêt donne un avantage aux elfes noirs, que le terrain maudit profite aux êtres maléfiques, et qu'ainsi ils seront en sécurité un long moment. Elle ajoute que Karia lui a confié quelque chose qui l'a aidé à prendre une décision, son cœur lui dit qu'elle veut beaucoup apprendre pour être utile au roi. Changeant de sujet, elle demande à Takuto comment se débrouille Atu. Il lui répond qu'elle est dans une situation assez amusante, et grâce à leur perception partagée, il voit ce qu'elle fait en ce moment. Atu se trouve à l'entrée de la ville de Dragontan, attendant avec un sourire l'arrivée des géants des collines. Face à cette armée de monstres qui se dirige vers la ville de Dragontan, Atu réagit en envoyant ses tentacules sous terre vers eux. Cela à une grande vitesse et, au moment où elle les atteint, le chaos éclate car elle est capable de les détruire sans aucun effort. Comme la mère Antlis se trouve derrière elle, elle ne peut s'empêcher de rester paralysée de peur devant une telle démonstration de pouvoir. Atu lui annonce tranquillement qu'elle a terminé, et par crainte, Antlis la remercie de manière agitée. Ici, Atu essaie de lui dire quelque chose, mais à cause de ses nerfs, Antlis lui dit qu'elle est très amie avec les sœurs elfes, bien qu'elle regrette aussitôt de dire une telle chose, car cela n'a aucun sens de parler de ça à ce moment précis. Atu lui suggère seulement de se reposer un peu et, comprenant cela, Antlis le remercie puis se retire immédiatement. Plus tard, elle prend un moment de repos avec Moltar et lui fait remarquer qu'ils se sont bien intégrés aux habitants de Dragontan, car elle pensait qu'ils auraient davantage peur d'eux, mais que tout se passe bien grâce à Pépé. Atu se souvient encore de ce qui s'est passé avec lui. Il se trouve que Pépé, en la voyant avec ses tentacules à l'air libre, fit une remarque et lui dit qu'elle ressemblait à une pieuvre, et son peuple commença à l'associer à cet animal en la regardant de plus près. Juste au moment où elle essayait de nier cela, Pépé lui demanda de s'occuper de Dragontan afin qu'il puisse partir à Croissant-Lune. Comme elle n'a pas pu clarifier ce malentendu, Atu se contente de faire une moue, un peu contrariée. Sans donner son avis à ce sujet, Moltar lui demande comment ça se passe avec l'acquisition des compétences de ces barbares, ce à quoi elle répond que tout va bien et que,
pour être si faible, il possède de meilleures compétences qu'il ne le mérite. Grâce à ses bons résultats, elle est contente que Takuto la félicite encore plus que d'habitude. À ce moment-là, un géant des collines s'approche de loin et, en l'observant, Moltar lui indique qu'il n'y a aucun signe de magie en lui et qu'il ne perçoit même pas l'utilisation de mana. Cela contrarie un peu Atou car elle aimerait savoir pourquoi ils apparaissent de manière si soudaine et, si cela continue ainsi, il ne pourra jamais retourner auprès de son roi. Quelques secondes plus tard, Antliz arrive pour les avertir de l'ennemi, mais Atou affirme qu'elle peut s'en charger seule avant de courir à grande vitesse vers le géant. Moltar dit à Antliz de ne pas s'inquiéter, car elle affronte quelque chose de très faible et elle est une héroïne. Mais malgré cela, il trouve que regarder est très ennuyeux, alors il préfère agir. Ensuite, de son bâton commence à émaner une aura maléfique qui l'enveloppe complètement. Une fois cela fait, il utilise la magie terre de la ruine. Juste après, un grand nuage toxique et sombre apparaît au-dessus du géant des collines. Quand Antliz lui demande ce que c'était, il se contente de répondre que c'est un secret d'État. De son côté, Atou observe le géant s'asphyxier à cause du poison et reconnaît que Moltar a fait preuve d'intelligence. Selon le système, Terre de la Ruine augmente la force des unités maléfiques présentes dans la zone, tandis que les autres unités voient leur force réduite. Sans plus attendre, Atou dégaine son épée sacrée pour porter le coup final au géant, jugeant les techniques de l'épée sacrée très utiles. C'est alors qu'il remarque quelque chose, il y a des pièces de monnaie là où se trouvait le géant, qui a disparu de manière inattendue. Atou rapporte cela à Takuto, et Moltar leur dit que c'est la première fois qu'il voit quelque chose de ce genre et qu'il ne reconnaît pas ces pièces d'or. Comme Takuto veut vérifier quelque chose, il utilise la perception partagée pour observer directement les pièces. En les regardant mieux, il essaie de se souvenir, pensant les avoir déjà vues, et cela lui permet de se rappeler le terme Brave Kester, confirmant ainsi que l'ennemi est un RPG. Aussitôt, il perçoit une présence au loin, révélant que de nouveaux ennemis attendent plus avant. Pendant ce temps, la Sainte Soalina patrouille avec ses chevaliers dans un village détruit. Après avoir avancé un peu, tous ces hommes sont anéantis en même temps lorsqu'une chose leur transperce la tête. Et à peine a-t-elle le temps de se retourner pour voir ce qui s'est passé qu'apparaît Elakino, la sorcière limace, qui la salue calmement. Soalina la reconnaît immédiatement et se souvient qu'ils ont exercé le jugement divin sur elle environ 17 fois, et que grâce au sacrifice consenti à chaque fois, ils avaient réussi. Elle veut donc savoir pourquoi elle ne meurt pas. Mais ici, on ne lui précise pas qu'elle est vraiment morte déjà 17 fois. Et pourtant, tout comme elle, elle-même se demande pourquoi elle est encore vivante. En plus, elle reconnaît qu'elle est trop forte, mais que malgré son apparence, elle aussi l'est. Et même ainsi, à chaque occasion, elle a réussi à la tuer. Ne voulant pas tourner autour du pot, Soalina lui demande ce qu'elle cherche vraiment, puisqu'elle ignore encore son objectif, mais suppose que ce pouvoir a quelque chose à voir avec ses résurrections. À cela, Elakino soupirait, en changeant son expression pour une de joie, donne l'ordre à ses partisans d'agir, relevant les chevaliers morts sous forme de zombies. Soalina pense que c'est une atrocité, mais en réaction à cette attaque, elle utilise la magie mort en fleurs, créant une puissante flamme qui l'enveloppe et incinère les zombies autour d'elle. Ensuite, elle se déplace à grande vitesse vers Elakino pour la transpercer avec la partie tranchante de son bâton. En étant touchée, Elakino admet qu'elle est trop forte et que ce jeu est impossible à gagner. Une fois sa vie achevée, Soalina mentionne que cette fois, c'est sa mort numéro 18 et demande à son dieu Arlo ce qui se passe ici. De retour à Dragontan, le peuple signale une énorme armée qui s'approche au loin et transmet l'information à la mairesse. Pendant ce temps, Takuto explique à Atou que l'ennemi est le RPG traditionnel Breakcaster. Dans celui-ci, un héros part en voyage avec son groupe dans le but de vaincre le roi démon et de sauver le monde. C'est un jeu populaire, considéré comme le précurseur de la plupart des RPG sur PC. C'est pour cela qu'ils apparaissent soudainement, dans Brave Quest, on ne te prévient pas des rencontres ennemies. En entendant la conversation, Isla exprime sa crainte qu'il existe des êtres similaires à eux, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent d'un autre genre de jeu. Takuto lui répond qu'en fait, c'était très probable, car ce paladin avait mentionné l'unité des sorcières, qui n'a jamais fait partie d'Eternal Nation, ce qui fait soupirer Takuto. Isla remarque qu'il a déjà joué à Breakcast, ce qui signifie qu'il saura comment vaincre les ennemis. Takuto confirme que c'est exact et lui dit qu'il est sur le point de détailler comment vaincre ce misérable. Elle est impatiente d'écouter ses instructions. Changement de scène, on voit le roi démon apparaître dans son château, donnant l'ordre à son armée de conquérir. De retour aux ennemis qui guettent Dragontan, le golem Ice Rock demande au mage Flaming si le roi démon lui a donné de nouveaux ordres. Celui-ci répond que oui, mais toujours les mêmes, ce qui veut dire qu'ils peuvent contrôler tous les monstres comme ils l'entendent. En entendant cela, Rock estime qu'il faut récompenser une telle foi et affirme que tous les orques et gobelins de ce monde ont rejoint les forces du roi démon dès leur apparition ici. Flaming précise que même dans un autre monde, la majesté du roi démon n'a rien perdu. Soudain, Ice Rock se tait, et bien qu'il pense que ce soit une question idiote, il se demande ce qu'il est advenu des objectifs qu'ils avaient dans le monde précédent où ils étaient.
Flaming estime que cela n'a plus d'importance et que la priorité est d'obéir aux ordres du roi démon. Et en laissant la discussion de côté, il ordonne à l'armée d'attaquer, leur plan étant de dévaster cette ville pour offrir désespoir et souffrance à son peuple au roi démon. Une fois cela fait, il demande à Flaming ce qu'il compte faire, à quoi celui-ci répond qu'il préfère se retirer, lui c'est dans l'honneur de diriger les barbares. Ice Rock le remercie, puis effectue un saut puissant qui lui permet de parcourir une grande distance. Resté seul, Flaming dit qu'il est temps de partir, ayant l'intention de poursuivre ses propres objectifs par lui-même. Au moment où Rock s'approche de l'entrée de la ville, ils sont pris en embuscade par un épais brouillard sombre qui les enveloppe tous et les affaiblit. L'un des mages dit à Rock qu'il pourrait s'agir de magie, mais celui-ci pense que c'est impossible, car il ne peut exister de sort d'une telle ampleur sans qu'eux-mêmes en soient affectés. Rock analyse que les orques et les gobelins souffrent, tandis que le brouillard augmente la force des démons comme eux deux. Cela le pousse à envisager que celui qui lance le sort soit un être maléfique. Le mage suggère que ce pourrait être un héros qui utilise cette magie. Mais Rock lui ordonne de se taire, refusant qu'il dise une telle chose. Juste après, Atu répète le mot héros qu'elle vient d'entendre, confirmant ainsi qu'ils viennent vraiment d'un RPG. Elle tue aussitôt le mage en le transperçant avec l'un de ses tentacules. Quand Ice Rock la voit devant lui, il lui demande qui diable elle est. De son côté, Atu l'identifie comme un guerrier de glace et lui demande s'il est Ice Rock, l'un des 4 généraux. Elle lui dit aussi qu'elle vient d'Eternal Nation, un jeu de stratégie, et qu'elle est là pour les anéantir. Pendant ce temps, Antlis ordonne à ses gens de quitter la ville dès qu'une voie de fuite sera assurée. En entendant cela, Moltar lui dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'ils sont là. Mais elle lui fait remarquer que c'est une très grande armée et que, même si son sort les a désorientés, cela ne fera que les ralentir un peu, en plus du fait que son peuple est incapable de se battre. C'est alors que de grandes explosions retentissent dans la zone où se trouve l'armée ennemie, et Moltar lui dit que cela doit être l'œuvre de Atu. Il a confiance qu'avec elle à la tête, ils ne pourront jamais perdre, et que si elle s'occupe du général ennemi, ce sera suffisant pour gagner. Après l'extermination d'une grande partie de son armée, Ice Rock utilise sa magie, lançant des débris de glace sur Atu. Atu esquive habilement et contre-attaque. Puis Atu manœuvre pour repousser les monstres qui se jettent sur elle et, ce faisant, il lâche davantage de pièces d'or. Cela confirme les explications de Takuto, se souvenant de tout ce qu'il lui avait dit à propos de cet événement. Dans un RPG, les combats se font avec un petit groupe, mais dans leur jeu, ils combattent contre de grandes armées. Donc, une unité peut attaquer toute l'armée ennemie. Grâce à cela, ils devraient exploiter cet avantage, peu importe la taille de l'armée adverse. Ce qui veut dire qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car ils ne seront pas à la hauteur de sa puissance. Rock demande à Atu pourquoi elle s'en mêle. Après tout, elle est aussi un être maléfique et, pour cette raison, devrait servir son roi afin d'étendre son royaume sur tout le monde. Atu interprète ces paroles comme un désir de dominer le monde, et Rock le confirme, disant qu'ils veulent créer un monde pour les démons sans humains. Elle lui demande pourquoi ils veulent cela et se plaint qu'elle a déjà trop de paperasse en retard à gérer. Et bien qu'ils soient un pays normal, eux aspirent à conquérir le monde entier, ce qui lui fait penser qu'ils aiment vraiment la bureaucratie. Ice Rock ne comprend rien à ce qu'elle dit et, en le remarquant, Atu suppose que son personnage n'a pas une histoire très développée. Après tout, personne ne s'intéresse à un boss intermédiaire d'un RPG une fois qu'il est vaincu. Ignorant aussi le mot RPG, Rock lui demande de quoi elle parle. Cela provoque chez Atu une expression plus malveillante, considérant qu'ils l'ont déjà battu de nombreuses fois et que ses vainqueurs étaient les héros. Ce mot en particulier fait remonter à Ice Rock les défaites qu'il a subies, et comme elles sont nombreuses, il lui ordonne avec colère de se taire avant de l'attaquer avec sa hache. Atu bloque chaque coup avec son épée sans aucun effort, découvrant ainsi qu'il se souvient de ces choses, tout comme eux. Et c'est pourquoi elle aimerait qu'il lui dise une chose, ce que cela fait d'exister uniquement pour être tué. Ice Rock nie cela à plusieurs reprises avant de se présenter comme Ice Rock, le général de glace, ayant pour but d'écraser quiconque s'oppose à son grand et puissant roi. Atu se moque de ce titre de roi démon et lui fait comprendre que dans ce monde il n'y a qu'un roi, et c'est le grand Takuto. Elle lui demande alors d'attaquer en utilisant son coup le plus puissant, assurant qu'il subira une défaite pathétique. En réaction, Ice Rock commence à se charger de magie de glace et, une fois les préparatifs terminés, il lance la technique de décapitation glaciaire. Atu le traite de pathétique, pensant qu'une attaque de ce genre ne pourra jamais l'atteindre, mais ce qui la surprend, c'est que la petite couche de glace qui entoure ses pieds l'empêche totalement de bouger, et à cause de cette distraction, Ice Rock réussit à lui lancer cette puissante attaque. Ce qui suit, c'est qu'Atu lâche son épée à cause de la blessure, désormais mortellement touchée à l'épaule. Ice Rock lui demande ce qu'elle pense de cela, mais en voyant ses tentacules encore bouger, il est surpris que cela n'ait pas suffi à la vaincre. Plus furieuse que jamais, Atu le condamne à mort et l'empale avec un grand nombre de ses tentacules. Dans ces derniers instants, il montre sa loyauté en souhaitant longue vie à son roi démon. Juste après, il explose, libérant une grande quantité de pièces d'or. Malgré sa victoire, Atu considère cela comme un désastre total et, une fois sa blessure guérie, elle se plaint encore de cette attaque finale.
Une fois sa crise passée, le système lui indique qu'elle a obtenu la compétence d'Ice Rock, la décapitation glaciaire. Et selon la description de cette attaque, son utilisation garantit l'impact, ce qu'elle considère déjà comme de la triche. Avec cela à l'esprit, elle comprend mieux qu'ils affrontent des rivaux d'un autre genre de jeu, car l'ennemi fonctionne avec une mécanique différente de la leur. En laissant cela de côté, elle se réjouit à l'idée de donner son rapport à Takuto. Mais au moment où elle est sur le point de lui raconter les détails, elle se tait soudainement en découvrant quelque chose de choquant, des ennemis sont présents à Minogra. On voit alors Flaming et son armée près de la forêt maudite, montrant que c'était leur plan depuis le début.